Ce texte a été réalisé pour la chaîne YouTube Romance ze Donitschlat. Le salon de l'hôtel de Varennes brillait ce soir-là de toutes les lumières qu'une grande maison pouvait offrir pour faire taire le bruit des mauvaises humeurs. Les lustres jetaient sur les soieries des reflets tièdes, les bougies fumaient à peine, et les voix des invités se mêlaient au froissement des robes et au cliquetis discret des tasses de porcelaine. Tout y semblait mesuré, poli, presque aimable. Presque. Élise de Varennes, debout près de la cheminée, avait l'impression d'étouffer sous tant de convenance. Le marquis Armand de Villiers se tenait devant elle, avec ce sourire qu'il réservait aux femmes qu'il croyait déjà vaincues. Il était un bel homme, au front haut, à la moustache soigneusement dessinée, au gilet brodé d'argent. Sa voix, douce comme du miel trop ancien, avait cette assurance irritante des hommes qui n'ont jamais eu à craindre un refus sincère. « Mademoiselle, disait-il, vous me faites l'honneur de vous troubler davantage que de raison. Votre oncle sait combien ma considération pour votre personne est grande. Je demande seulement que vous consentiez à m'accorder l'espérance d'un oui. » Élise releva le menton. Autour d'eux, le cercle des invités s'était resserré par un de ces mouvements silencieux dont les salons ont le secret. On n'écoutait pas ouvertement. On écoutait avec les yeux baissés, les éventails un peu plus immobiles, les tasses suspendues à mi-chemin des lèvres. Henri de Varennes, assis non loin de là, gardait les doigts posés sur la canne d'ivoire qu'il n'utilisait qu'en société, comme s'il aimait rappeler à tous qu'il pouvait se lever quand bon lui semblerait. Son visage restait impassible, mais Élise le connaissait assez pour voir la tension au bord de sa mâchoire. « L'espérance d'un oui, monsieur le marquis, répondit-elle. Vous parlez comme si j'étais une demoiselle à laquelle on marchande un ruban. Un murmure passa dans l'assemblée. Armand de Villiers conserva son sourire. Je parle comme un homme qui s'épargne les précipitations d'un esprit vif. Vous êtes émotive ce soir. Demain, vous serez plus raisonnable. Élise sentit le sang lui monter au visage. Elle avait 15 fois entendu ce ton depuis qu'on la présenta dans les salons de Paris. Ce ton de maître du monde qui savait déjà ce qu'une jeune femme pense avant même qu'elle ait ouvert la bouche. Elle aurait pu se taire. Elle aurait dû, selon tous les conseils de sa gouvernante, détourner la conversation, rire, baisser les yeux et laisser le temps faire son œuvre. Mais le marquis venait de parler comme si son consentement n'était qu'une formalité, et cette manière de l'encercler avec des mots polis lui était plus insupportable qu'un affront net. « Plus raisonnable ?» dit-elle. « Non, monsieur, seulement plus lasse d'être évaluée comme une terre ou une voiture de chasse. Si vous souhaitez un bien dont on peut dresser l'inventaire, vous vous trompez de maison. » Cette fois, le silence tomba franchement. Quelqu'un cessa de remuer une cuillère. Une dame entr'ouvrit la bouche derrière son éventail. Le marquis cligna à peine des yeux. Élise. La voix de son oncle claqua comme une poignée jetée sur le marbre. Mais elle avait déjà vu dans le regard d'Armand l'éclair qu'elle redoutait. « Je n'ignorais pas, poursuivit-elle pourtant, que vous me préfériez docile. Cela explique bien des choses. » Le marquis fit un pas en avant. « Mademoiselle, vous me prêtez des intentions outrageantes. J'ai, au contraire, toujours respecté votre situation. » Ma situation? Elle se tourna vers lui, les mains crispées sur son poignet de gants. « Vous voulez dire ma dot ou le nom de mon oncle ?» Un souffle contrarié courut dans la pièce. Henri de Varennes se leva, sous-fit. Il n'élevait presque jamais la voix. Justement pour cette raison, le mot frappa plus fort qu'un éclat. Tous les regards se portèrent sur lui. Élise se retourna vers son oncle. Il était pâle de colère maîtrisée, et cela la toucha un bref instant avant de la blesser plus encore. Il aurait dû la défendre. Il aurait dû reconnaître la violence tranquille de ce qui se passait. Au lieu de cela, il semblait surtout furieux qu'elle ait forcé le scandale à naître au grand jour. « Mademoiselle de Varennes, dit-il d'une voix contenue, vous nous avez assez humiliés. »« Nous, répondit-elle avec amertume, ou vous ?» La question fit trembler plusieurs visages d'une gêne mal dissimulée. Le marquis se redressa, impeccable, offensé avec grâce.
Monsieur le comte, dit-il en inclinant à peine la tête vers Henri, je regrette cette scène. Je n'ai recherché que le bonheur d'une jeune fille mal conseillée. Une jeune fille mal conseillée. Élise eut un rire bref, sans joie. Voilà donc ce que vous appelez le bonheur. Henri marcha jusqu'au milieu du tapis. Ses pas étaient lents, mais décidés. Il portait ce soir-là un habit sombre, très bien coupé, qui faisait ressortir la sévérité de son port. Lorsqu'il parla, chaque mot sembla sortir d'une décision déjà prise. Ma nièce a besoin d'apprendre que les caprices ont un prix, puisqu'elle refuse les parties honorables qui se présentent à elle avec une patience admirable. Elle épousera un homme qui ne réclamera pas sa docilité comme une récompense. Élise sentit son cœur manquer un battement. Autour d'elle, on attendit d'abord par politesse, puis avec cette avidité que le malheur d'autrui réveille même chez les plus distingués. Henri continua. Le comte Adrien de Saint-Aubin a accepté de venir demain. Le nom traversa la pièce comme une lame froide. Quelqu'un murmura « Saint-Aubin », un autre, plus bas encore « Celui qui boite ». Le visage d'Élise se vida de toutes couleurs. Le comte Adrien de Saint-Aubin. Elle en avait entendu parler, bien sûr. Comment aurait-elle pu l'éviter? Un ancien officier, blessé à la guerre, retiré depuis des années dans une propriété du Loiret. Un homme qui ne fréquentait presque jamais les salons, dont on disait qu'il était grave, distant, presque austère. On ajoutait toujours, avec cette cruauté légère des gens bien élevés, qu'il boitait sensiblement depuis son retour d'Espagne. Certaines dames l'avaient déjà rangé parmi les époux de pénitence, les hommes qu'on réserve aux filles ingouvernables, aux héritières suspectes, aux femmes qu'on veut faire taire. Élise sentit la honte lui brûler les joues, non parce qu'elle craignait ce nom, mais parce qu'elle comprit immédiatement ce qu'on faisait d'elle. Ce n'était pas une union, c'était une correction. « Vous ne pouvez pas faire cela, » dit-elle, la voix soudain plus basse. Henri la regarda avec une dureté nouvelle. « Je le peux et je le ferai. Vous avez trop parlé pour votre propre bien. Il est temps qu'une épouse vous apprenne le silence au ciel. » Le marquis de Villiers baissa les yeux avec un calme presque satisfait. Il venait de perdre Élise, mais il gagnait le spectacle de sa chute. Elle serra les dents. Jamais elle n'avait détesté son oncle avec tant de précision. Alors une porte s'ouvrit au fond du salon. Tous se retournèrent. Le domestique annonça d'une voix nette. « Son Excellence le comte Adrien de Saint-Aubin. » Élise leva les yeux, et le monde s'arrêta un instant. Le comte entra sans hâte, appuyé sur une canne sombre qu'il tenait avec une aisance discrète. Il n'était ni jeune ni vieux, mais dans cet âge exact où la gravité d'un homme devient sa véritable beauté. Son manteau de voyage avait été remplacé par un habit de drap noir impeccable. Son visage régulier et pâle ne portait aucune fatuité. Ses yeux, d'un gris clair presque calme, balayèrent la pièce avec une attention si tranquille qu'il sembla voir non seulement les personnes, mais le désordre secret qui les liait déjà. Puis son regard se posa sur Élise. Il ne fut ni surpris, ni insolent. Il n'y fut ni pitié, ni curiosité. Seulement cette étrange exactitude d'un homme qui comprend trop bien ce qu'on est en train de lui offrir. Élise sentit, malgré elle, qu'il la regardait non comme un lot de consolation, mais comme une femme à qui l'on avait déclaré la guerre. Et cela, plus encore que le reste, la troubla. Le coche s'arrêta devant le perron de Saint-Aubin, avec ce petit sursaut sec qui marquait la fin du voyage. Élise, presque silencieuse depuis Paris, leva les yeux vers la maison qu'on lui destinait, comme on regarde une porte qu'on n'a pas choisie. Le domaine ne ressemblait ni à un château de disgrâce, ni à une demeure fastueuse. La façade de pierre claire restait sérieuse sans dureté. 2 lanternes déjà allumées donnaient au seuil une chaleur inattendue. Rien n'y criait l'abandon, rien n'y promettait le bonheur. C'était une maison tenue avec ordre, et cela seul la dérouta. Henri de Varenne descendit le premier. « Vous vous souviendrez, dit-il sans la regarder, que votre conduite d'hier n'a pas arrangé les choses. » Élise retint la réplique qui lui montait aux lèvres. Elle était lasse jusqu'aux os, froissée d'avoir été transportée comme une malle précieuse et fâcheuse.
Mais elle refusait de donner à son oncle la satisfaction de l'avoir brisée. « Je me souviendrai surtout, répondit-elle, que vous m'avez vendu comme une correction. » Il tourna la tête, un peu pâle. « Vous êtes injuste. » »« Non, je suis lucide. » Elle mit pied à terre avec l'aide du valet. Sa robe de voyage gardait la poussière du trajet. Ses doigts étaient glacés dans leurs gants fins. Au moment où elle allait relever la tête avec cette dignité qu'elle s'était juré de garder, la porte s'ouvrit. Le comte Adrien de Saint-Aubin parut dans l'embrasure, appuyé à sa canne. Dans la lumière des lanternes, sa pâleur se lisait davantage encore. Il portait un habit sombre, une cravate blanche nouée, avec une correction presque douce. Il descendit une marche, puis s'arrêta, comme pour éviter toute brusquerie. « Monsieur le comte de Varennes, dit-il en inclinant la tête, soyez le bienvenu à Saint-Aubin, mademoiselle. » Il n'insista pas sur son nom, ne lui prit pas la main devant les domestiques, ne la fit pas rougir par une formule inutile. Henri s'avança. « Je vous remercie d'avoir accepté, monsieur le comte. J'ai compris l'occasion qu'on m'offrait, » répondit Adrien d'un ton neutre. Élise eut un mouvement presque involontaire. Il parlait sans cruauté, sans ironie, et avec assez de franchise pour qu'elle comprît qu'il connaissait la nature de cette alliance. Ce n'était pas un mariage flatteur. Ce n'était pas une récompense. Il l'avait accepté en homme qui sait ce qu'il risque. Derrière lui vint une femme d'un certain âge, droite comme une clé de voûte, tenant un trousseau qui tinta doucement. « Madame Lefebvre, dit Adrien, l'intendante de cette maison. » La dame inclina la tête avec réserve. « Mademoiselle occupera la chambre bleue, monsieur le comte ?»« Si elle le souhaite. » Élise répondit, avant qu'on décidât pour elle. « Je la verrai d'abord. » Adrien eut un éclair d'approbation si bref qu'elle aurait pu croire l'avoir rêvé. Il se contenta d'un signe. « Comme vous voudrez. » On la mena à l'intérieur. Le vestibule était vaste, sans être nu. Il sentait la cire fraîche et le bois ancien. Une horloge battait dans le silence et, dans l'escalier, un vase de fleurs tardives apportait à la maison une note presque intime. Élise chercha du regard des signes de tristesse imposés. Portraits retournés, meubles voilés, rideaux fanés. Rien de tout cela. La demeure avait l'air d'une maison qu'on continuait de servir même quand les visites se faisaient rares. Au haut de l'escalier, une enfant apparut, à moitié cachée derrière la rampe. Grands yeux bruns, boucles mal disciplinées, ruban bleu sur une robe de laine claire. Elle resta immobile un instant, puis demanda avec une gravité d'oiseau. « Est-ce elle ?» Adrien leva légèrement la main. « Lucie, il est tard. » Mais la fillette avait déjà descendu 2 marches. Élise, surprise malgré sa fatigue, lui adressa un sourire doux. « Oui, c'est moi. » La petite la regarda comme si elle hésitait entre curiosité et espoir. « Vous resterez ?» Le mot tomba sans détour. Élise sentit sa gorge se serrer. « Je crois que oui, » répondit-elle après une très légère hésitation. Lucie tourna aussitôt les yeux vers son oncle. « Vous voyez ?» Adrien eut un souffle qui ressemblait presque à un rire. « Je vois que vous allez trop vite. C'est parce qu'il faut profiter quand on reçoit du monde. » déclara Lucie avec la conviction d'une ministre. Madame Lefebvre intervint d'un ton ferme mais non dur. « Demoiselle Lucie, vous saluerez convenablement. » La petite fit une révérence trop sérieuse pour son âge, puis se rapprocha d'Élise avec une confiance déjà ancienne. Ce geste simple toucha davantage la jeune femme qu'elle ne l'aurait voulu. Dans le petit salon de l'aile ouest, on fit déposer ses malles. Un feu brûlait dans la cheminée. Adrien la laissa se défaire de ses gants, puis dit, comme on pose les règles d'une maison pour éviter les malentendus. « Vous êtes ici libre de vos promenades dans les jardins et du parc jusqu'à la grille. Je vous prie seulement d'avertir Madame Lefebvre si vous sortez. Les domestiques ne sont pas là pour vous surveiller. » Élise releva la tête. « Et vous ?»« Je ne vous surveillerai pas non plus. » Elle s'attendait à être enfermée, observée, corrigée à toute heure. Et voilà qu'on lui offrait des limites nettes sans outrage. Cela la troubla plus qu'une froide sévérité n'aurait pu le faire. « C'est donc cela, votre idée du mariage ?» demanda-t-elle.
Adrien posa lentement sa canne contre le dossier d'une chaise. Mon idée du mariage, mademoiselle, est qu'il ne doit humilier ni l'un ni l'autre. Je ne vous demanderai pas de me traiter en favori. Je ne vous demanderai pas non plus de feindre une tendresse que vous ne ressentez pas. Je vous demanderai seulement de parler vrai lorsque nous serons seuls. Le reste viendra ou ne viendra pas. Elle le regarda sans répondre. Ce n'était pas un discours brillant, c'était mieux. Une droiture qui ne cherchait pas à séduire et qui, pour cette raison, touchait juste. De l'autre côté de la porte entr'ouverte, Lucie chuchotait à la gouvernante. Élise entendit son propre nom, puis celui de « tante », dit avec une ferveur qui l'étonna. Elle comprit alors que cette maison n'attendait pas seulement une épouse, elle attendait une présence. « Votre famille reste dîner, si elle le souhaite », ajouta Adrien. « Je ne ferai pas de scène. »« Ils partiront, » dit-elle aussitôt. Il inclina la tête comme s'il s'y attendait. « Alors, nous dînerons ici, vous, ma nièce et moi, sans témoins inutiles. » Élise sentit un sursaut de rébellion lui revenir, mais atténué, presque confus. Ce n'était pas ainsi qu'elle avait imaginé l'exil. Ce n'était ni un cachot, ni même une dépendance froide. C'était pire, peut-être, parce que la liberté y gardait encore sa place. On frappa à la porte. Madame Lefebvre entra avec un plateau de thé et un regard qui ne se laissait pas impressionner. « Votre chambre est prête, monsieur le comte. La demoiselle voudra peut-être se rafraîchir avant le dîner. » Adrien se tourna vers Élise. « Vous y trouverez la clé. Gardez-la. Ici, les portes se ferment de l'intérieur. » C'était peu de choses, et pourtant la portée du geste la toucha. Il lui donnait non seulement une chambre, mais le droit d'y décider seule. Elle prit la petite clé qu'il lui tendait. Ses doigts effleurèrent brièvement les siens, et ce simple contact fit monter en elle une chaleur confuse, presque honteuse, tant elle était inattendue. Au fond du couloir, Lucie se mit à fredonner en descendant l'escalier, comme si la maison, tout entière, avait retenu son souffle et recommençait enfin à respirer. Élise serra la clé dans sa paume. La première nuit de sa punition n'aurait donc rien d'une prison. C'était cela le plus inquiétant. Le lendemain matin, Élise descendit avec une lassitude qui lui pesait encore dans les épaules. Mais elle avait lavé la poussière du voyage et replacé ses cheveux avec le soin presque obstiné de ceux qui refusent de paraître vaincus. Elle trouva la salle à manger éclairée par une fenêtre sur le jardin d'hiver, où les premières couleurs du jour faisaient briller les verres et la théière d'argent. Adrien était déjà là. Il se tenait debout près du foyer, une main appuyée sur le dossier de sa chaise, l'autre tenant une feuille de compte. Il avait cette immobilité grave des hommes qui ont appris à ménager leurs gestes. Au bruit de ses pas, il leva les yeux. « Vous avez bien dormi ?» La question était simple, presque neutre, mais elle l'a surpris davantage que s'il avait demandé des excuses. « Aussi bien qu'on peut dormir quand on comprend qu'on a été livré en paiement d'une colère, » répondit-elle. Lucie, déjà assise à table, éclata d'un petit rire étouffé dans sa serviette. Adrien, lui, ne parut ni blessé ni offusqué. « Je m'en doutais, » dit-il. « Le repas sera plus honnête si vous ne faites pas semblant. » Élise s'assit face à lui, avec une réserve qui n'était pas tout à fait de la défiance. Sur la table, le lait fumait dans une petite verseuse, le pain n'était coupé, et un bol de fraises précoces apportait à ce matin une grâce presque incongrue. Madame Lefebvre entra une dernière fois pour régler le service, puis se retira avec la discrétion d'une personne qui entend tout sans s'y mêler. Lucie, déjà impatiente, pointa son couteau vers une tranche de pain. « Tante Élise, voulez-vous du miel ?» Le mot « tante » si naturel sur les lèvres de l'enfant fit lever les yeux d'Élise. « Je ne suis la tante de personne, ma petite. » Lucie fronça le nez. « Pas encore. » Adrien baissa légèrement la tête vers sa tasse, comme pour cacher un sourire. Élise le vit malgré tout. Cela la troubla. Il n'était pas de ces hommes qui se montrent amusés avec la suffisance d'un vainqueur. Chez lui, un sourire fugitif semblait coûter quelque chose et, pour cette raison même, touchait plus juste. Le repas se déroula d'abord en phrases courtes. Adrien demandait si la route avait été mauvaise, si les chevaux avaient tenu.
si elle souhaitait autre chose à son thé. Élise répondait avec prudence, et plus elle le regardait, plus elle se sentait déconcertée. Il ne cherchait pas à lui tirer des aveux, ne la couvrait pas de politesse excessive, ne lui parlait pas comme à une enfant, ni comme à une prisonnière. Il lui laissait sa place. Lucie, elle, ne laissait rien en repos. « Aimez-vous lire » demanda-t-elle soudain. « Oui. » Les contes, les histoires où les gens se comportent mieux qu'en vrai, parfois. L'enfant considéra cette réponse avec gravité. « Alors vous pourrez m'apprendre à lire mieux, parce que je me trompe sur les grands mots. »« Lucie, dit Adrien, vous importunez la demoiselle dès le matin. » Mais Élise s'était déjà tournée vers la petite. « Quel mot ?» Lucie hésita, puis articula avec effort. Courageusement. Élise prit la petite cuillère entre ses doigts. « Ce n'est pas un mot qu'il faut craindre. Il suffit de le casser en morceaux. Courageusement, tu vois. » Lucie répéta, triomphante, et leva les bras comme si elle avait gagné une bataille. Adrien regarda la scène avec une attention si vive qu'Élise en fut presque gênée. Il semblait l'observer non pour la juger, mais pour mesurer ce qu'elle offrait spontanément à sa maison. Ce qu'il vit, manifestement, lui plut. Après le déjeuner du matin, il proposa une promenade dans la galerie des orangers. Le temps était clair, la terre encore humide de la pluie de la veille, et les arbres, rangés sous leurs verres, respiraient une tiédeur parfumée. Lucie courait devant eux, déjà occupée à montrer une feuille ou une brindille, comme si le domaine entier avait besoin de son approbation. Élise marchait au bras qu'Adrien lui offrait sans insistant. Sa canne touchait le dallage avec un rythme régulier, presque discret. « Vous n'avez pas besoin de me soutenir, » dit-elle tout bas. « Je sais. Alors pourquoi ?» Il tourna légèrement la tête vers elle. « Et parce qu'il est plus simple de marcher à deux, quand l'un des deux ne veut pas encore s'avouer qu'il est fatigué. » Elle eut un mouvement d'agacement, vite étouffé par la justesse de la remarque. « Vous êtes d'une exactitude irritante. C'est un défaut qu'on pardonne moins que le mensonge, je le crains. » Cette fois, elle sourit malgré elle. À l'autre bout de la galerie, Lucie s'était arrêtée devant une haute plante en pot et la désignait d'un air tragique. « Oncle, elle a froid. »« Les plantes ont l'habitude de votre sollicitude excessive, » répondit Adrien. Élise baissa les yeux vers une bourse de semences que tenait la petite jardinière venue fleurir plus tôt la table. Les doigts de l'enfant étaient noirs de terre. Sans réfléchir, elle s'agenouilla légèrement pour les essuyer avec son mouchoir. Lucie resta bouche bée. « Vous ne trouvez pas ça vilain ?» demanda-t-elle. « La terre ? Non, on s'y salit pour de bonnes raisons. » Cette réponse fit rire l'enfant, qui se jeta presque contre elle pour lui montrer une autre plante à moitié cassée. Adrien les observa un moment en silence, puis, au lieu de les interrompre, il s'écarta d'un pas pour laisser Élise s'abaisser davantage auprès de Lucie. Elle lui expliquait comment redresser la tige, comment la soutenir avec un petit lien de tissu. Ce geste, simple et patient, changea quelque chose sur le visage du comte. Quand ils revinrent vers la maison, Madame Lefèvre les attendait sur le seuil, avec un pli de gravité entre les sourcils. « Monsieur le comte, dit-elle, le courrier de ce matin apporte une lettre du marquis de Villiers. » Élise s'immobilisa. Adrien prit l'enveloppe sans hâte. Son regard se posa une seconde sur le nom, puis revint à elle. « Vous le connaissez donc assez pour qu'il vous écrive ici ?» Élise sentit la tension lui reprendre les épaules. « Il sait que je suis ici. Paris ne garde jamais les secrets qu'il prétend posséder. » Lucie, qui n'avait pas compris, demanda. « C'est un méchant ?» Lucie, dit Adrien doucement, rentrez avec Madame Lefèvre. L'enfant protesta à peine, mais la gouvernante la prit par la main. Avant de disparaître, elle lança à Élise un regard d'une franchise absolue, comme si elle avait déjà choisi son camp. Adrien ouvrit la lettre seul avec son coupe-papier. Sa lecture fut brève. Lorsqu'il releva la tête, ses yeux n'avaient pas changé, mais il y avait, sous leur calme, une froideur plus nette. Il vous prie de lui accorder une entrevue lorsque cela sera plus commode pour lui. Il écrit comme s'il n'avait perdu aucun droit. Élise pâlit de colère. Il n'a aucun droit. Je le sais. Il plia la lettre avec soin, puis la posa sur la cheminée.
Vous ne le verrez pas seul, et s'il insiste, je recevrai sa visite à votre place. » Le ton restait tranquille, mais la décision était prise. Élise le regarda, surprise malgré elle par la netteté de sa protection. Ce n'était ni un éclat, ni une démonstration, c'était plus sérieux. Il plaçait sa maison, son nom, sa patience même, entre elle et l'homme qui avait voulu la réduire. Elle aurait dû se sentir soulagée. Elle se sentit pourtant autre chose, plus trouble et plus dangereuse, comme si sa gratitude venait de prendre la forme d'un attachement qu'elle n'avait pas voulu nommer. Adrien, voyant son trouble, hésita à peine avant de tendre la main vers la petite clé qu'elle portait encore à sa ceinture. « Venez, dit-il, je vais vous montrer la bibliothèque. Il y a une étagère entière de journaux et de romans que personne n'ouvre jamais. Vous pourrez y choisir ce que vous voudrez. » Ce n'était qu'un geste modeste. Mais c'était la première fois qu'il lui offrait, sans y être contraint, une place précise dans sa maison. Élise prit la clé, puis sa main trembla à peine lorsqu'elle la glissa dans la sienne. Le maître d'hôtel annonça le marquis de Villiers un peu avant le thé, et l'effet fut assez net pour que même Lucie, occupée dans un coin du salon à ranger ses rubans, lève la tête d'un air méfiant. Élise, qui lisait près de la fenêtre, posa aussitôt le livre. Elle n'eut pas besoin de se retourner pour sentir la gêne glisser dans la pièce comme un courant froid. Madame Lefebvre redressa la tête. Adrien ferma lentement le registre qu'il avait devant lui et Lucie cessa de fredonner. « Le marquis demande à présenter ses hommages à Madame la comtesse, » commença le domestique. « Je ne suis pas comtesse, » dit vivement Élise. Adrien se leva. « Faites entrer le marquis. » Il ne tourna pas même les yeux vers Élise pour lui demander si elle souhaitait se cacher ou se retirer. Ce simple manque de complaisance lui fut presque une protection. Le marquis de Villiers entra comme un homme certain d'être attendu. Il avait la redingote claire, les gants impeccables, un bouquet de violettes à la main, et ce sourire étroit qu'il gardait pour les visites où il espérait être humilié sans élever la voix. Lorsqu'il aperçut Élise debout près de la fenêtre, il eut une légère inclinaison de tête, comme s'il lui rendait à peine la politesse. « Mademoiselle, monsieur le comte, je vous remercie de me recevoir si promptement. » Adrien répondit avec une exactitude glacée. « Vous êtes reçu parce qu'il ne convenait pas de vous laisser à la porte. » Le marquis cligna à peine des yeux. Il allait sans doute sourire encore, mais Lucie, qui s'était avancée derrière la jupe de Madame Lefebvre, lui donna une expression inattendue d'enfant qui n'aime pas du tout l'étranger. Cela ne le troubla guère. Il reporta son attention sur Élise. « Je désirais seulement m'assurer de votre santé, mademoiselle. Votre départ de Paris fut si soudain. Votre oncle s'en inquiète. » Élise sentit la colère lui piquer les joues. L'idée que son oncle ait envoyé ce visiteur ici, comme on envoie un messager vérifier si la cage tient fermée, lui parut odieuse. « Mon oncle s'inquiète surtout de son propre embarras, » répondit-elle. « Ce n'est pas la même chose. » Le marquis inclina légèrement la tête, comme si la franchise la rendait encore plus fautive. « Vous êtes toujours aussi vive. C'est précisément ce qui m'a conduit à chercher une entrevue calme. Je craignais que la campagne vous isole au point de vous faire regretter certaines décisions. » Adrien fit un pas en avant. Il n'éleva pas la voix. Il n'en eut pas besoin. « Mademoiselle n'est pas isolée, elle est chez moi. » Le marquis se tourna vers lui, avec ce mince sourire qui annonçait une morsure polie. « Bien entendu, monsieur le comte, je n'ignorais pas que vous lui offriez un refuge. Je venais seulement parler d'une question de famille. » Alors, vous n'aviez pas besoin de la présence de mademoiselle. Le ton d'Adrien restait calme, presque doux. Mais il était si ferme qu'Élise sentit tout à coup le marquis rétrécir d'un pas, non dans le corps, mais dans l'autorité. Villiers posa le bouquet sur une table sans qu'on le lui ait demandé. « La famille, dit-il, se trouve dans une position délicate. Une jeune personne partie de Paris dans de telles circonstances. Vous savez ce que les gens racontent. Il serait prudent d'éviter les malentendus. Les malentendus sont souvent entretenus par ceux qui en vivent, » dit Adrien. Élise, qui regardait le profil du comte, fut saisie par la netteté de son calme.
Il ne défendait pas seulement son nom, il refusait de laisser cet homme fixer le sens de l'histoire. Le marquis sourit plus froidement. « Vous me prêtez des intentions fâcheuses. J'ai toujours eu la plus haute estime pour mademoiselle de Varenne. Vous lui avez parlé hier comme à une acquisition, dit Adrien. Je vous épargne le détail de ce que j'en pense. » Cette fois, un silence véritable tomba. Lucie regarda alternativement les deux hommes, avec de grands yeux ronds, comme si elle suivait un duel dont elle ne comprenait pas encore les armes. Villiers se reprit, plus sec. « Je demandais seulement à voir si mademoiselle souhaitait rentrer. Son oncle est prêt à discuter de tout ce qui pourrait arranger les choses. » Élise sentit son cœur se serrer. Voilà donc le vrai mot. Rentrer. Revenir à Paris, au salon, au regard, au contrôle. Être rappelée au nom du bon ordre, comme si la honte devait, elle aussi, respecter les convenances. Elle ouvrit la bouche, mais Adrien parla avant elle. « Mademoiselle ne rentrera pas sous une pression pareille. Si le comte de Varenne souhaite s'expliquer, il peut m'écrire. Je répondrai. En ce qui concerne mademoiselle, elle est libre de me parler elle-même. » Le marquis se redressa. « Vous prenez là des airs de protecteur, monsieur le comte. C'est une place difficile à tenir quand on est limité. » La phrase glissa dans la pièce avec une cruauté si soigneusement habillée qu'Élise sentit son sang bouillonner. Mais Adrien ne bougea pas. Il regarda le marquis avec une tranquillité qui en devint presque effrayante. « Ma démarche ne dépend pas de la vigueur de ma jambe, monsieur. Elle dépend de ma parole. Et ma parole suffit à vous dire que mademoiselle ne vous recevra pas seule, nulle part, jamais, tant qu'elle me demandera protection. » Pour la première fois, Villiers perdit un peu de sa belle assurance. Pas assez pour qu'un autre que lui-même le remarquât, mais Élise le vit très bien. « Je comprends, » dit-il sèchement. « Alors je me retire. » Il s'inclina vers Élise, sans chaleur. « Réfléchissez bien, mademoiselle. Le monde parle vite, et la campagne n'étouffe pas les récits. » Avant qu'elle réponde, Adrien fit un signe au domestique. « Vous accompagnerez le marquis. » Villiers se raidit, piqué au vif par cette fin nette. Il reprit son bouquet avec un geste sec et sortit sans un mot de plus. Quand la porte se referma, le silence sembla plus vaste encore. Lucie s'approcha d'Élise et lui prit discrètement la main, comme si elle craignait qu'on eût laissé quelque chose de mauvais dans la pièce. « Il m'ennuie, » déclara-t-elle. « À moi aussi, » répondit Élise, un peu malgré elle. Adrien s'appuya une seconde à la cheminée, puis se tourna vers elle. « Je regrette qu'il soit venu sans être annoncé plus clairement. » « Vous n'avez rien à regretter. »« Si, un peu. J'aurais préféré qu'il n'ait pas cette occasion de vous troubler. » Élise le regarda. Il n'y avait ni triomphe ni vanité dans sa voix, seulement une attention réelle à son trouble à elle. Cela l'émut plus qu'elle ne voulait l'avouer. Elle baissa les yeux vers le bouquet de violettes abandonné sur la table. Il pensait sûrement me faire peur. Adrien suivit son regard. Il a surtout appris qu'ici, il ne vous possède pas. Cette phrase la frappa avec une force étrange. Elle ne parlait pas seulement de Villiers. Elle parlait de tous les autres, de Paris, de l'oncle, des convenances, de la façon dont on l'avait transmise d'une volonté à l'autre. Dans ce salon tranquille, au milieu de la maison de Saint-Aubin, elle comprit qu'Adrien venait de tracer une frontière claire autour d'elle. Et pour la première fois depuis son départ de Paris, cette frontière ne lui donna pas le sentiment d'être enfermée. Elle lui donna celui, bien plus bouleversant, d'être défendue. Elle leva les yeux vers lui. « Vous n'étiez pas obligé d'être si ferme. »« Si, » dit-il simplement. Puis, après un bref silence, « Je crois que j'y tiens. » Ce fut dit sans affectation, presque avec surprise, comme si la franchise lui avait échappé malgré lui. Élise sentit une chaleur brusque lui monter au visage. Elle se détourna aussitôt vers la fenêtre, mais trop tard pour que son trouble lui échappe tout entier. Derrière elle, Adrien ne se moqua pas, ne commenta rien. Il se contenta de dire, d'une voix plus basse, « Venez au jardin avant le goûter. Vous n'avez pas à rester seul avec ce qu'il a essayé d'imposer ici. » La visite au village devait, selon Madame Lefebvre, durer 1 heure à peine. Selon Lucie, elle devait durer toute la journée.
Selon Élise, elle aurait volontiers duré l'espace nécessaire pour respirer loin des regards de Paris. Mais elle ne la voit pas. Le petit landau s'arrêta devant l'église paroissiale, où l'on avait dressé sous le porche une table couverte de linge blanc et de pain encore tiède pour les familles des métayers. L'air sentait la pierre humide, la farine et les feuilles froissées. 2 femmes en bonnet curieux s'étaient déjà avancées, puis avaient de reculer de politesse en reconnaissant le comte. Adrien descendit le premier. Sa canne heurta la pierre, avec ce léger bruit que Élise commençait à reconnaître sans y penser. Il lui offrit ensuite la main pour l'aider à sortir, mais sans la tirer, sans lui faire sentir qu'elle avait besoin d'être dirigée. Ce simple détail la toucha de nouveau. « Vous n'êtes pas obligé de parler à tout le monde », dit-il à voix basse. Élise releva les yeux vers lui. « Et vous, vous n'êtes pas obligé de me prévenir de tout. » Il eut un commencement de sourire. « Nous faisons des progrès. » Lucie, déjà en train de tenir sa robe pour ne pas la salir, protesta aussitôt. « Je peux parler, moi ?»« À condition d'être aimable, » répondit Madame Lefebvre en la remettant doucement en ordre. Le curé vint saluer le comte avec une révérence plus familière qu'à l'ordinaire. On sentait ici une loyauté ancienne, pas celle des salons, mais celle des gens qui ont vu naître et souffrir une maison et qui savent à qui ils doivent que le pain. « Monsieur le comte, dit-il, les femmes du hameau vous remercient pour la laine et le blé envoyés avant les froids. On dit que jamais Saint-Aubin n'a oublié le village autant qu'il l'a fait depuis 2 ans. » Adrien répondit simplement. « Je n'ai fait que remettre en ordre ce qui avait été négligé. » Élise le regarda de côté. Il n'y avait aucune fausse modestie dans sa voix, seulement une habitude de servir sans réclamer d'éloge. Ce genre d'homme était plus dangereux pour une jeune femme que n'importe quel séducteur brillant, songea-t-elle avec une ironie involontaire, parce qu'on s'y attachait sans s'en défendre. Les dames du village se groupèrent enfin autour de la table. Certaines firent la révérence, d'autres baissèrent les yeux, avec cette retenue des gens humbles devant les grands. Mais lorsqu'elles virent Élise seule, sans escorte imposante, avec ce visage encore jeune et cette simplicité qu'elle avait choisie pour la matinée, leurs manières se changèrent un peu. Une femme aux joues rouges demanda d'une voix hésitante si la demoiselle venait de Paris. « Oui, » répondit Élise, « mais je n'y ai pas laissé mon goût pour le bon pain. » Le rire partit d'abord d'une seule bouche, puis se répandit. La femme rougit de plaisir. Élise s'approcha de la table, prit elle-même un panier et commença à distribuer les petits pains aux enfants qui s'étaient regroupés près du mur. Lucie voulut l'imiter, mais la gouvernante la retint d'un doigt ferme. Élise lui montra comment tendre le pain sans se laisser arracher la corbeille des mains, comment parler à chacun sans faire de distinction trop visible. Une vieille femme, les mains tordues par le travail, se pencha vers elle. « Vous avez de bonnes manières, mademoiselle. On dirait une dame qui sait écouter. »« J'apprends, » répondit Élise. Adrien, un peu à l'écart, observait la scène avec attention. Il n'intervenait pas. Il laissait les villageoises la juger. Ce fut précisément cela qui lui valut leur confiance. Une jeune mère, portant un nourrisson trop emmailloté, s'avança ensuite avec hésitation. « Monsieur le comte, dit-elle, le toit de ma sœur penche encore. Si l'hiver revient fort, les enfants dormiront sous l'eau. » Adrien hocha la tête. « Le charpentier viendra demain. » La femme s'inclina, puis son regard glissa vers Élise. Et chose bétonnante, c'est à elle qu'elle s'adressa ensuite. On disait à Paris que monsieur était sévère. Vous l'êtes moins qu'on ne l'a dit? Le village entier semblait retenir sa réponse. Élise sentit la question comme un piège tendre. Elle comprit en une seconde que tout ce qu'elle dirait compterait plus ici qu'un compliment de salon. Elle regarda Adrien, puis la jeune mère. « Je dirais plutôt qu'il est sévère avec les paresseux et juste avec ceux qui travaillent. C'est beaucoup plus rare. » Un murmure approbateur courut dans l'assemblée. Adrien tourna la tête vers elle, surpris, puis nettement touché. La jeune mère sourit enfin. Alors nous lui pardonnons son air triste. Lucie, qui n'avait rien perdu, lança d'une voix claire. «
il n'est pas triste. Il fait seulement semblant quand il réfléchit trop. » Un rire général éclata, y compris du côté du curé, qui dut cacher sa bouche dans sa manche. Adrien, malgré lui, regarda sa nièce avec un désespoir très digne. « Vous êtes une traîtresse, demoiselle. »« Non, » répondit-elle, « je vous connais. » Cette petite phrase jeta un léger silence sur le groupe. Élise vit alors le visage d'Adrien changer à peine, mais assez pour que le monde autour d'eux prenne une couleur différente. Il y avait dans son regard quelque chose de retenu, de profondément sensible, qui ne se montrait pas aux étrangers. Lucie venait de le dire tout haut. Après la distribution du pain, le curé invita le comte et ses hôtes à entrer dans la sacristie pour signer une liste de secours. Élise resta quelques instants à l'extérieur avec les femmes du hameau. Une d'elles, plus hardie que les autres, lui demanda si elle comptait rester longtemps à Saint-Aubin. La question la prit au dépourvu. Avant qu'elle réponde, une autre femme ajouta avec un sourire rusé « Parce que monsieur le comte a l'air d'avoir besoin d'une maîtresse de maison. » Les autres gloussèrent discrètement. Élise sentit le sang lui monter aux joues, mais elle ne détourna pas les yeux. « Je crois, dit-elle, qu'une maison a surtout besoin qu'on y soit honnête. » La phrase plut, on le vit tout de suite. Lorsqu'Adrien ressortit, un peu plus tard, il trouva les femmes encore autour d'Élise, qui écoutait l'une parler d'un mariage, l'autre d'une moisson tardive. Elle avait déjà la corbeille vide sur le bras, et ce naturel qu'elle ne se connaissait pas toujours devant les siens. Il s'arrêta un instant sur le seuil pour les regarder. Élise leva les yeux vers lui, et il y eut entre eux quelque chose de neuf, de très clair. Il venait de l'avoir acceptée là où lui était reconnue, et elle venait de découvrir qu'elle savait parler à ce monde sans trembler. Quand ils regagnèrent le landau, le curé s'inclina une dernière fois. « Monsieur le comte, mademoiselle, vous avez fait plus de bien que vous ne croyez. » Adrien répondit d'un ton égal. « Alors, il faudra recommencer. » Élise monta dans le véhicule, encore troublée par l'évidence de ce qu'elle venait de faire. À Paris, on lui avait appris à briller. Ici, elle apprenait autre chose, être utile, et le savoir remarquer. Au moment où le coche s'ébranla, Adrien posa brièvement la main sur le rebord près d'elle pour éviter qu'un chaos ne la heurtât. Ce n'était rien. Pourtant, elle le sentit comme une promesse très nette. Désormais, lorsqu'ils sortiraient ensemble, ce ne serait plus seulement pour elle qu'il la conduirait, mais avec elle. Ce fut Madame Lefebvre qui trouva la lettre, glissée entre deux registres dans la bibliothèque, alors qu'elle faisait apporter des chandeliers pour la lecture du soir. Elle ne l'ouvrit pas, bien entendu, mais l'enveloppe était adressée au comte Adrien de Saint-Aubin, d'une écriture si nerveuse qu'elle attira aussitôt le regard d'Élise. « C'est du marquis ?» demanda-t-elle. Madame Lefebvre n'aimait pas les curiosités inutiles. Pourtant, elle répondit avec une honnêteté sèche. « C'est de Paris, en tout cas, et cela sans les ennuis. » Adrien, qui se trouvait à l'autre bout de la pièce, en train de classer quelques papiers, leva les yeux. Il prit la lettre, la regarda à peine, puis la posa sur le bureau sans l'ouvrir devant elle. « Ce n'est pas pour ce soir, » dit-il. Élise s'approcha pourtant. « Vous n'allez pas faire comme si cela n'existait pas. » Il releva la tête vers elle. La bibliothèque était vaste et chaude, avec des rayonnages sombres, une grande table de travail et le reflet des chandelles sur les dos dorés des livres. Lucie, assise sur un tapis avec un cahier de gribouillis, surveillait la scène avec une gravité d'espionne. « Non, » répondit Adrien, « je n'ai pas ce goût-là. » Il rompait le cachet avec un petit coupe-papier d'argent. À mesure qu'il lisait, les lignes de son visage ne changeaient guère, mais Élise, qui commençait à le connaître, remarqua la lenteur plus appuyée de sa respiration. Quand il eut fini, il posa la lettre à plat. « Qu'est-ce qu'il dit ?» demanda-t-elle. Adrien hésita à peine. « Que votre oncle considère votre séjour ici comme provisoire, que votre départ sera arrangé si je consens à reconnaître certaines convenances. » Le mot même de convenance sembla désagréable entre ses dents. « Reconnaître quoi ?» fit Élise. « Que votre présence ici n'a de valeur qu'à la condition que vous ne me compromettiez pas davantage. En d'autres termes,
Il veut que je vous renvoie à Paris dès que sa maison jugera l'affaire assez lavée. » Élise sentit le sang lui battre aux tempes. Ma maison, il parle de moi comme s'il s'agissait d'une nappe tachée. Lucie leva la tête de son cahier. On ne jette pas une nappe, dit-elle avec une logique redoutable. On la lave. Madame Lefebvre lui jeta un regard, mais Élise eut un petit rire malgré elle. Puis la colère revint, plus vive. « Je ne rentrerai pas pour leur commodité, » dit-elle. Adrien la regarda un long moment. Dans la lumière des bougies, son visage paraissait plus pâle encore, mais ses yeux demeuraient stables. « Je n'avais pas l'intention de vous y conduire, » répondit-il. La réponse était si simple qu'elle en devenait presque intime. Elle n'avait pas seulement le sens d'une protection, mais d'une décision déjà prise en secret. Élise baissa un instant les yeux vers la lettre. « Vous pourriez pourtant m'épargner beaucoup de désagréments, si vous acceptiez de me renvoyer avant que Paris ne parle trop. »« Paris parlera toujours trop, » dit-il. Elle leva vers lui un regard vif. « Vous vous moquez ? Non, je constate. Et je préfère le bruit d'un monde mécontent à celui d'une maison où l'on vous ferait taire. » Ces mots la touchèrent plus sûrement qu'une promesse. Elle sentit, avec une clarté presque douloureuse, que cet homme qui se défendait si peu parlait pourtant d'elle comme d'une responsabilité qu'il avait choisie. Mais la lettre lui pesait encore, et l'orgueil ne voulait pas céder sans résistant. « Et si mon oncle me réclame, dit-elle, le scandale retombera sur vous. » Adrien posa les deux mains sur le bord de la table. Il ne s'avança pas vers elle. Il se contenta de parler avec cette gravité calme qui l'obligeait à l'écouter. « Mademoiselle, le scandale était déjà sur moi quand on a pensé à me donner votre personne comme une punition. Il ne me fait pas peur. Ce qui me gêne, ce n'est pas l'opinion des autres. C'est l'idée que vous puissiez croire que je vous retiendrai pour vous faire payer quoi que ce soit. » Élise fut frappée de plein fouet par cette franchise. Elle avait cru qu'il résistait parce qu'il se sentait investi d'une charge. Il venait de lui dire autre chose, qu'il refusait, précisément, toute forme de calcul. Lucie se leva à genoux sur le tapis et proclama sans attendre. « Moi, je veux qu'elle reste. »« Lucie, » commença Adrien. Mais l'enfant poursuivit avec une simplicité désarmante. « Parce qu'elle parle comme il faut, et parce qu'elle ne me prend pas pour un bébé. » Le silence tomba une seconde. Élise sentit quelque chose se desserrer en elle. Ce n'était qu'une phrase d'enfant, mais elle avait le poids d'un consentement sincère. Et dans cette maison où tout lui avait d'abord paru étrangement ordonné, ce petit appui innocent comptait davantage qu'un compliment de salon. Adrien se tourna vers sa nièce, puis vers Élise. « Vous voyez, » dit-il doucement, « il y a déjà des gens ici qui ont pris parti. » Elle eut un souffle qui ressemblait presque à une réponse retenue. C'est alors que Madame Lefebvre, qui s'était tenue jusqu'ici d'une discrétion admirable, posa sur la table un petit carnet de comptes à couverture noire. « Puisque nous parlons d'affaires, monsieur le comte, le courrier du métayer de Saint-Rémy est arrivé ce matin. Il prétend que la fontaine de la cour a été détournée et que les réparations promises par votre cousin n'ont jamais été payées. » Adrien se raidit à peine. « Mon cousin, le vicomte, Charles de Saint-Aubin, » répondit-elle. « Celui qui vient parfois réclamer de l'argent comme s'il y avait droit. » Le nom eut un effet immédiat sur la pièce. Élise avait déjà entendu parler de ce parent lointain, plus soucieux de ses propres intérêts que de la maison. Elle vit dans le regard d'Adrien quelque chose de plus grave que l'agacement, une ancienne patience qui commence à s'épuiser. « Il a donc encore écrit au village, » murmura-t-il. Madame Lefebvre inclina légèrement la tête. « Il a écrit plus que cela, monsieur. Il a promis des travaux en votre nom. Les gens l'attendaient. » Adrien resta silencieux. Élise comprit alors que la lettre de Paris n'était peut-être qu'un côté du piège. Ici, un autre homme exploitait son nom, son absence, sa réputation de maître repliée sur lui-même. Elle sentit monter en elle une indignation brusque, presque familière.
Vous ne pouvez pas laisser cela ainsi, dit-elle. Il tourna vers elle un regard surpris. Je le sais. Alors pourquoi me regardez-vous comme si vous hésitiez? Il y eut dans son expression une fatigue furtive, aussitôt maîtrisée. Parce que si je m'en occupe moi-même, Charles dira que je suis faible de me laisser gouverner par mes émotions. Si je l'ignore, le village en souffrira. Élise le regarda sans ciller. Et si j'y allais avec vous? Il demeura immobile. À Saint-Rémy? Oui. Vous avez dit que vous ne me feriez pas taire. Alors laissez-moi voir les hommes qui parlent en votre nom. Lucie écarquilla les yeux, comme si on venait de proposer une aventure merveilleuse. Madame Lefèvre, pour une fois, ne protesta pas. Elle se contenta de dire « Il faudra partir tôt ». Adrien regarda Élise avec cette gravité particulière qu'elle commençait à reconnaître comme sa manière de prendre une décision importante. « Vous savez que cela vous exposera aux commentaires. »« J'y suis déjà exposée, » répondit-elle. « Au moins, cette fois, j'aurai choisi l'endroit. » Il la fixa encore une seconde, puis prit la lettre de Paris, la glissa sans un mot dans le tiroir de son bureau et le referma. Ce geste, plus que toute déclaration, fit basculer la pièce. Il ne s'agissait plus seulement de protéger Élise de ce qui venait de Paris. Adrien venait d'accepter qu'elle se mêle à ce qui, dans sa propre maison, menaçait son autorité. C'était un partage, et donc un risque. « Très bien, dit-il enfin. Vous viendrez avec moi demain. » Élise sentit son cœur se serrer et s'ouvrir en même temps. Pour la première fois, il ne l'invitait pas seulement à rester, il l'associait à sa lutte. Le matin s'annonça gris et lourd, avec ce ciel bas qui fait paraître la campagne plus proche de la terre que du jour. Élise avait pourtant choisi elle-même son bonnet et son manteau de laine sombre, comme si décider du nœud d'un ruban pouvait encore lui rendre la maîtrise de sa journée. Adrien l'attendait au perron, déjà ganté, la canne en main, tandis que Madame Lefèvre faisait apporter dans une petite voiture de service un paquet de papiers et de couvertures pour Saint-Rémy. Lucie, qui voulait absolument monter avec eux, dut être persuadée par sa gouvernante de rester au château. Elle protesta avec l'énergie d'une reine bannie. « Je connais les chemins mieux que tout le monde. »« Justement, » répondit Madame Lefèvre, « c'est bien pour cela que vous resterez au sec. » Élise sourit malgré elle. Depuis qu'on l'avait laissée entrer dans cette maison, elle ne cessait de découvrir qu'on y parlait aux enfants comme à de vrais petits êtres, et non comme à des bibelots de salon. Adrien l'aida à monter dans la voiture ouverte. Ses doigts effleurèrent à peine le bord de son gant, mais elle sentit cette attention plus clairement qu'une prise trop longue. Le chemin vers Saint-Rémy serpentait entre des terres encore luisantes de pluie nocturne. Au fossé, l'eau courait vite. Les branches des peupliers claquaient dans le vent. Élise tenait son manteau serré sous le menton et regardait de biais le profil d'Adrien, son calme de pierre, la façon dont il évaluait chaque ornière sans dire un mot. « Vous ne regrettez pas de m'avoir proposé de venir ?» demanda-t-elle soudain. Il tourna les yeux vers elle. « Pas encore. » Elle haussa un sourcil. Voilà qui est rassurant. Je préfère être honnête. La réponse lui arracha un bref rire. Mais il s'éteignit presque aussitôt, car au détour d'un petit bois, le ciel bas se mit à déverser une pluie plus forte. Le cocher rabattit la toile de son mieux. Le vent prit aussitôt la pluie de biais, et le sentier devint glissant. Ils approchaient d'une pente étroite, où la roue gauche s'enfonçait par à-coups dans une ornière profonde. Le cheval, inquiet, secoua l'encolure. Adrien se pencha en avant. « Doucement, » dit-il. Le cocher tira sur les rênes, trop brusquement. Le cheval fit un écart. La voiture chancela. Élise eut juste le temps de se cramponner au bord du siège, avant que la roue ne rencontre une pierre dissimulée sous la boue. Le choc fut sec, violent. La voiture pencha si fort qu'elle crut basculer. Un cri lui échappa. Adrien se jeta vers elle, la saisit au bras au moment précis où la portière s'ouvrait sous le poids du déséquilibre. « Ne bougez pas !» Sa voix était plus rude qu'à l'ordinaire, non de colère, mais d'urgence. Le cocher jurait. L'animal piaffait, et sous leurs pieds de la pente devenait un piège. Adrien appuyait de tout son poids sur sa canne.
ouvrit la portière de l'autre côté, avec une décision presque brusque. « Il faut descendre maintenant. »« Je vais glisser, » dit Élise, déjà blême. « Non, regardez-moi. » Elle le regarda. Dans la pluie qui fouettait leur visage, ses yeux gris restaient d'une fixité étonnante. Il lui tendit les bras sans hésitation, comme s'il n'existait rien d'autre que l'instant présent. « Prenez mon cou. » Élise obéit. Son cœur battait si fort qu'elle entendait le bruit dans ses tempes. Adrien se servit de la marche, de sa canne, du dossier du siège, et la fit descendre contre lui avec une prudence presque infinie, une jambe après l'autre, jusqu'au sol détrempé. Mais à peine avait-elle posé le pied qu'une nouvelle glissade la fit perdre l'équilibre. Elle s'accrocha à lui malgré elle. Adrien la rattrapa d'un mouvement si ferme qu'il en grimaça. « Monsieur !» s'écria le cocher. Le cheval se débattait encore. L'homme sauta pour calmer la bête. Adrien, lui, ne regardait qu'Élise. « Pouvez-vous marcher ?» Elle voulut répondre oui, par orgueil. Ses bottines s'enfoncèrent aussitôt dans la boue, jusqu'à la cheville. Elle pâlit davantage. « Pas vite » avoua-t-elle. Il la regarda une seconde, puis se tourna vers l'endroit où le talus, couvert d'herbes mouillées, menait à un petit fossé. De l'autre côté du chemin se trouvait une ferme dont les fenêtres fumaient. Il n'y avait pas de pont, seulement un passage étroit de pierres branlantes. « Vous allez me détester, » dit-il. Avant qu'elle comprenne, il passa un bras sous ses genoux et l'autre dans son dos, puis la souleva. Élise étouffa un cri, autant de surprise que d'indignation. « Adrien, tenez-vous !» Elle s'agrippa aussitôt à son cou, plus par instinct que par choix. Elle sentit le mouvement précis de sa respiration, la tension de ses épaules, la douleur contenue dans sa jambe blessée lorsqu'il posa le pied sur le premier caillou. Il boitait davantage sous son poids, et pourtant il avançait. La sensation était si bouleversante qu'elle n'osa plus parler. La pluie ruisselait sur son chapeau, tombait sur le col d'Adrien, s'infiltrait entre eux. Il avait le visage fermé par l'effort, mais aucun de ses gestes n'était hésitant. Il choisissait chaque pas comme s'il portait quelque chose de précieux, non comme une charge qu'il supportait par devoir. De l'autre côté du chemin, la fermière accourut avec une serviette grossière et une expression de surprise totale. Elle s'arrêta net, en voyant le comte porter ainsi la jeune femme. « Mon Dieu, monsieur le comte !» Adrien entra dans le seuil sans lui répondre tout de suite. Il déposa Élise sur un banc près de l'âtre de la cuisine, avec une délicatesse si attentive qu'elle en eut les yeux piquants. Puis seulement il se redressa, la main crispée sur la canne. « Nous aurons besoin d'un attelage pour retourner à Saint-Aubin, » dit-il à la fermière. La roue apprit du jeu. Élise, encore toute tremblante, voulait se relever. Il posa aussitôt une main brève sur son épaule. « Restez !» Ce seul mot, prononcé sans impatience, la fit obéir presque malgré elle. La fermière apporta un bol de lait chaud. Adrien refusa d'abord, puis, sur l'insistance d'Élise, il accepta de s'asseoir à son tour, non loin d'elle, la jambe étendue avec précaution. Le silence de la pièce, seulement troublé par le crépitement du feu et le ruissellement de la pluie, leur donnait une intimité que rien au château n'aurait pu offrir. Élise finit par baisser les yeux vers ses mains trempées. « Vous auriez pu me laisser descendre seule. Je sais. Vous vous êtes fait mal. » Un peu. Elle leva les yeux vers lui. Il avait la pâleur plus marquée et son souffle n'était pas tout à fait régulier. Elle comprit alors, avec un trouble profond, qu'il avait préféré souffrir plutôt que la laisser tomber dans la boue devant une ferme et un cocher. « Pourquoi l'avez-vous fait ?» demanda-t-elle très bas. « Parce que je ne voulais pas que vous ayez peur. » La phrase, dite si simplement, la toucha plus qu'aucune déclaration éclatante n'aurait pu le faire. Élise sentit sa gorge se serrer, et cette fois, elle ne détourna pas les yeux. Quand le cocher reparut enfin, avec l'annonce d'une voiture de secours, Adrien se leva avec un léger raidissement. Élise fit un pas vers lui, avant même d'avoir songé à le faire. « Attendez. » Il s'arrêta. Elle tendit la main, hésita une seconde, puis prit doucement le pan de son manteau pour en ôter une tache de boue fraîche, comme si ce petit soin
allait compenser l'humiliation de l'avoir vue souffrir pour elle. Adrien baissa les yeux sur son geste. Lorsqu'il releva la tête, quelque chose dans son regard avait changé, quelque chose de plus nu, de plus intime. Et cette fois, c'est lui qui lui prit la main un instant, très brièvement, avant que la fermière ne revienne annoncer que la route était praticable. Cette fois, Élise ne sentit plus seulement qu'il la protégeait. Elle sut qu'il commençait à lui faire confiance avec sa propre faiblesse. La pluie avait repris au-dessus de Saint-Aubin avec une douceur monotone, comme si le ciel tout entier avait décidé de battre le rappel sur les vitres. Quand Élise rentra enfin au château, encore secouée par la frayeur du chemin, elle trouva la maison silencieuse, plus tendue qu'au matin. Madame Lefebvre avait fait préparer du feu dans la petite bibliothèque, et un baume attendait déjà sur une table basse, comme si la blessure d'Adrien avait été prévue avant même d'être montrée. Il l'y retrouva peu après, assis dans le grand fauteuil près de l'âtre, la jambe légèrement allongée, la canne posée contre l'accoudoir. Son habit de voyage avait été quitté, sa chemise entr'ouverte au col, et cette simple négligence le rendait plus humain, presque vulnérable, d'une manière qu'Élise n'avait pas encore vue. « Vous devriez vous coucher, dit-il lorsqu'elle entra. Et vous devriez arrêter de parler comme un médecin de campagne. » Il eut un souffle qui ressemblait à un rire étouffé. « C'est peut-être ma seule qualité aujourd'hui. » Élise s'approcha sans répondre, posa ses gants sur la table et considéra la jambe qu'il gardait immobile. La pluie avait laissé sur ses épaules une fraîcheur dont elle se défaisait à peine. Elle se sentait encore pleine du choc de l'accident, de la manière dont il l'avait portée à travers la boue, comme si cela allait de soi, alors même qu'il boitait sous son propre poids. « Laissez-moi voir, dit-elle. Adrien leva les yeux vers elle. « Vous n'avez pas à faire cela. Je sais, je veux le faire. » Il hésita un instant, puis desserra la boucle de son soulier, avec cette réserve d'homme qui déteste dépendre. Élise s'agenouilla devant lui sur le tapis pour mieux l'aider. Le geste la troubla plus qu'elle ne l'aurait cru, car il fallait pour cela approcher très près de sa personne, sentir la chaleur du feu sur ses joues, l'odeur du cuir mouillé, du savon et de l'air froid. Quand elle retira enfin la botte, il serra un peu les dents. « Cela fait encore mal ?» demanda-t-elle aussitôt. « Depuis longtemps, oui. Aujourd'hui davantage. » Elle leva les yeux. Sa franchise la frappait toujours de la même façon, nette, sans ornement. Elle prit le linge humide que Madame Lefebvre avait laissé, en lava doucement la boue qui s'était glissée sur sa cheville, puis s'immobilisa soudain. La cicatrice était ancienne, longue, irrégulière, et la jambe gardait une raideur que la douleur seule ne pouvait expliquer. « C'est de la guerre. » Adrien n'eut pas tout de suite de réponse. Il regardait le feu comme si les flammes lui offraient une façon de remonter plus loin que le présent. Oui, elle attendit. Il semblait d'abord vouloir se taire, comme il le faisait souvent lorsqu'un sujet touchait trop près. Puis il parla, d'une voix basse, mesurée, presque dépouillée. « J'avais 24 ans. Nous étions en Espagne. Un passage avait été pris par l'ennemi. Il fallait tenir assez longtemps pour que les hommes du second rang se retirent. J'ai tenu. Pas assez bien pour éviter la balle. Assez longtemps pour que les autres vivent. » Élise cessa son geste. Quelque chose se serra dans sa poitrine. « Et vous n'en avez rien dit ?»« À qui l'aurais-je dit ? Les salons aiment que les blessés quand ils les imaginent héroïques. Ils aiment moins les hommes qui boitent, qui se fatiguent, qui doivent parfois s'asseoir avant les autres. » Elle sentit dans ces mots autre chose qu'une simple amertume. Il y avait de la lassitude, oui, mais surtout l'habitude d'avoir été regardé avec une curiosité polie au lieu d'être compris. « C'est pour cela que vous avez quitté l'armée ?» Il acquiesça. « Et parce que mon frère est mort la même année. Mon père a vieilli d'un coup. Saint-Aubin avait besoin d'un maître, pas d'un souvenir en uniforme. Alors je suis revenu. » Élise resta silencieuse. Dans le feu, le bois se fendit d'un petit craquement sec. « Vous n'êtes donc pas froid, dit-elle tout bas. Vous êtes fatigué. » La phrase le fit enfin tourner vers elle.
Son regard avait cette intensité tranquille qui ne se donnait pas volontiers. « Et vous, mademoiselle de Varenne, vous n'êtes donc pas seulement insolente, vous savez écouter. » Elle sourit à peine, puis releva le linge pour terminer le soin. Lorsqu'elle eut fini, elle voulut se redresser, mais Adrien posa la main sur le rebord du fauteuil pour l'arrêter sans rudesse. Restez un instant. Elle obéit. Le silence entre eux n'était plus celui d'une retenue sociale, mais quelque chose de plus intime, de plus fragile. Élise finit pourtant par parler, et sa voix avait changé. Ma famille ne m'a jamais réellement demandé ce que je voulais. On me disait que mon avis serait entendu plus tard, que la prudence était une vertu, qu'une jeune fille bien née ne devait pas contrarier ses proches. Puis, on me corrigeait quand je parlais trop. Adrien ne l'interrompit pas. Elle continua, les yeux sur ses mains. Mon oncle a commencé à me présenter comme on présente un terrain fertile ou une alliance utile. Le marquis de Villiers voulait ma docilité, pas ma compagnie. J'ai compris hier que même mon refus ne leur importait que comme un accident à réparer. Elle inspira plus profondément. Je crois que je suis venu ici en pensant être puni, et j'en avais presque pris l'habitude. Quand elle releva les yeux, il y avait chez lui un changement si visible qu'elle en demeura saisie. Toute sa réserve restait là, mais dessous quelque chose s'était ouvert, quelque chose de tendre et de douloureux. Élise. C'était la première fois qu'il disait son prénom sans y joindre la moindre distance. Le son la traversa comme une chaleur brève. Personne ne vous corrigera plus ici, dit-il doucement. Pas tant que je pourrais l'empêcher. Elle voulut répondre, mais les mots se coincèrent. Son regard se posa sur la main d'Adrien, large, marquée, reposant à côté de la sienne sur l'accoudoir. Sans réfléchir davantage, elle étendit les doigts et les effleura. Le contact fut léger. Pourtant, il suffit à faire changer l'air autour d'eux. Adrien ne retira pas sa main. Au contraire, il retourna lentement la sienne et referma ses doigts sur ceux d'Élise, avec une prudence presque respectueuse, comme s'il avait peur d'abîmer quelque chose de neuf. Élise sentit son cœur battre plus fort, non de crainte, mais d'une émotion qu'elle ne savait pas encore nommer. « Vous me croyez donc » murmura-t-elle. Oui, le mot était simple, et pourtant il lui donna presque le vertige. Il se pencha à peine, sans brusquerie, et elle n'eut pas peur lorsqu'il approcha son visage du sien. C'était moins une hardiesse qu'une demande silencieuse. Elle ne s'écarta pas. Le baiser qu'il posa alors sur sa main fut d'une douceur si contenue qu'elle en eut les yeux brûlants. Il n'y avait ni conquête ni impatience, seulement la reconnaissance d'une confiance rendue possible. Lorsqu'il se redressa, ils restèrent un instant immobiles, encore liés par la main. De l'autre côté de la porte, on entendit les pas légers de Lucie qui traversait le couloir en chantonnant à mi-voix. Le monde continuait, mais quelque chose venait de changer entre eux de manière irréversible. Ils n'étaient plus seulement un comte et la jeune femme qu'on lui avait imposée. Ils venaient de se confier leurs blessures, et dans ce silence partagé, Élise comprit qu'il ne la laisserait plus seule face à son propre nom. Le vicomte Charles de Saint-Aubin arriva sans prévenir, ce qui n'était déjà pas bon signe, et sans demander audience, ce qui l'était encore moins. Son carrosse s'arrêta devant le perron avec un bruit sec, et le valet, venu annoncer la visite, avait déjà pris cet air d'homme qui sait que la maison va se tendre. Adrien se trouvait dans le petit salon avec Élise et Lucie. Madame Lefebvre cousait près de la fenêtre. La pluie avait cessé, mais le ciel gardait cette lumière d'étain qui rend tout plus net, surtout les visages fermés. « Votre cousin », dit simplement le valet. Adrien ferma le livre qu'il avait devant lui. Élise se redressa. « Le vicomte de Saint-Aubin ?»« Lui-même, madame », répondit le domestique avec une réserve glaciale. Adrien échangea un regard bref avec madame Lefebvre, puis il se leva. « Faites-le entrer. » Élise sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas seulement à cause de l'heure, ni de l'audace de cette visite. Il y avait dans le visage d'Adrien une raideur nouvelle, moins visible qu'une colère, mais plus dangereuse. Le vicomte entra comme s'il venait prendre possession d'un salon
qui lui appartenait déjà à moitié. Il portait un habit clair, des gants gris, un pince-nez qu'il ne quitta pas même en saluant. C'était un homme élégant à la manière des gens qui dépensent beaucoup d'argent pour dissimuler leur médiocrité. « Mon cher cousin », lança-t-il avec une chaleur de parade, « vous me voyez ravi de vous trouver enfin seul à seul. » Il eut ensuite l'indélicatesse de regarder Élise de haut en bas, non pas comme un homme galant, mais comme on estime la valeur d'un objet mal placé. « Et voici donc la demoiselle de Varennes. Les rumeurs vous font un tort cruel, mademoiselle. » Élise eut un mouvement de tête froid. Les rumeurs ont souvent besoin d'aide pour faire du tort. Adrien, lui, ne répondit pas au sourire de son cousin. « Mais vous auriez dû écrire avant de venir. » Charles haussa les épaules et s'installa sans y être invité dans le fauteuil qui faisait face à la cheminée. « J'écris assez quand cela m'est utile. J'ai pensé qu'une conversation serait plus commode. » Madame Lefebvre, qui n'en perdait pas une, échangea un regard avec Élise, puis prit Lucie par la main pour la faire asseoir un peu plus loin. La petite suivait les hommes, avec l'attention d'un animal méfiant. Charles sortit une lettre de sa poche. « J'espère que vous avez reçu mon dernier mot. Le bail de Saint-Rémy demande des réparations urgentes, et le village m'a confié certaines inquiétudes. Je me suis permis d'avancer quelques promesses en votre nom. » Adrien ne bougea pas. « Vous vous êtes permis beaucoup de choses en mon nom. » Le vicomte sourit. « Mais c'est que vous n'êtes pas souvent présent pour les affaires. Le domaine vit de réputation, mon cher. Et votre réputation souffre. Vous vous isolez, vous vous obstinez à garder pour vous une situation qui devrait être partagée entre les hommes de la famille. Il est naturel que j'intervienne. » Élise sentit la pièce se raidir autour d'elle. Il parlait avec cette sécurité odieuse des hommes qui se croient légitimes parce qu'ils sont nés du bon côté du nom. Adrien posa enfin les yeux sur lui. « Vous avez promis au village des travaux que vous n'avez pas l'intention de financer. » Charles haussa un sourcil. « Il s'agit d'un ajustement temporaire. Vous donnez trop d'importance à des détails. » « Ce ne sont pas des détails quand il s'agit de toi qui fuis et de familles qui attendent. » Le vicomte eut un léger rire, sec comme une pièce tombée sur le marbre. « Vous parlez comme un administrateur de province. Vous devriez me remercier d'alléger votre tâche. Entre votre jambe et vos humeurs, la maison ne peut pas tout porter. » Le mot « jambe » tomba avec une cruauté presque distrayante. Lucie ouvrit de grands yeux. Madame Lefebvre se raidit. Adrien, lui, ne leva pas la voix. « Sortez. » Charles se pencha légèrement en avant, comme amusé. « Allons donc. Nous sommes de famille. Je suis venu pour vous épargner un ridicule. Paris s'interroge déjà sur mademoiselle de Varennes. Une jeune femme en si peu de temps à Saint-Aubin, une alliance si prompte. On parlera, on a déjà parlé. » Élise se sentit pâlir, mais elle ne baissa pas les yeux. « Et qui a parlé, vicomte ?» demanda-t-elle. « Ceux qui m'ont offerte à un conte boiteux comme on punit une enfant ?» Le regard de Charles se posa sur elle, avec une légère surprise, puis une irritation immédiate. « Vous, madame, vous vous méprenez. Votre place est ici, si votre conduite le justifie. »« Ma conduite ne vous regarde pas, » répondit-elle. Adrien tourna alors la tête vers elle, non pour la reprendre, mais comme pour enregistrer cette défense d'elle-même. Charles, voyant que l'opinion du salon ne se gagnait pas facilement, changea de ton. « Très bien. Puisque nous parlons franchement, il me faut l'autorisation d'utiliser la vieille remise du verger pour les matériaux de Saint-Rémy. Sans cela, les dépenses seront trop lourdes. J'ai déjà engagé des hommes. » Adrien demeura silencieux un instant de trop. Élise comprit avant lui ce qui se passait. Cette visite n'était pas seulement de l'insolence, c'était une pression précise, calculée. Le vicomte voulait forcer Adrien à accepter un arrangement, puis le tenir par les promesses faites à un village qui n'oublierait pas. « Vous avez engagé des hommes sans mon accord ?» demanda Adrien. « Pour vous éviter d'avoir à le faire. Et si je refuse ?» Charles leva les mains avec un sourire charitable. « Alors vous passerez pour un maître sans égard. Votre jeune épouse, pardonnez, mademoiselle n'est pas encore épouse, mais le sera sans doute bientôt. Vous apportera-t-elle davantage de confiance aux yeux du monde ?» Le vicomte venait de franchir la limite. Élise sentit, dans le silence qui suivit,
que la pièce venait de changer de nature. Ce n'était plus une visite importune, c'était une attaque. Elle regarda Adrien. Il était pâle, mais d'une pâleur rigoureusement tenue. Puis, sans détourner les yeux de son cousin, il parla. « Vous m'avez menti au sujet des travaux. Vous avez parlé au village comme si vous en étiez le maître. Vous avez essayé de me contraindre par mademoiselle de Varenne. Cela suffit. » Charles se leva à demi. « Voyons, vous n'allez pas faire une scène devant la jeune femme. »« Si, » dit Adrien calmement. « Et devant elle seulement, je vous rends ce que vous méritez. Vous n'êtes plus chargé d'aucune affaire ici. Madame Lefebvre, faites prévenir le cocher de monsieur le vicomte. Il repartira dès que possible. » Le vicomte blêmit d'indignation. « Vous me chassez ? Je vous rappelle que Saint-Aubin n'est pas un lieu où l'on vient mentir impunément. » Charles ouvrit la bouche, puis la referma en voyant le visage d'Élise. Elle ne lui donnait pas le moindre appui. Au contraire, elle se tenait droite, les mains jointes, et dans ses yeux brillait une résolution qui le gênait plus encore que la colère d'Adrien. Le vicomte ramassa son gant, puis jeta à Élise un regard dur. « Vous regretterez peut-être d'avoir encouragé cette obstination, mademoiselle. Le monde a ses façons de se venger des femmes trop sûres d'elles. »« Alors le monde se trompe souvent, » répondit-elle. Adrien fit un pas, et cette fois le vicomte recula d'instinct. Madame Lefebvre ouvrit déjà la porte. Quand Charles fut parti, le silence qui suivit fut si profond qu'on entendit le petit foyer crépiter. Lucie courut aussitôt vers Adrien. « Vous l'avez mis dehors. »« Oui, » répondit-il simplement. Elle se tourna vers Élise, le visage tout illuminé. « Alors vous restez ?» Élise sentit alors la portée de ce qui venait de se produire. En chassant son cousin devant elle, Adrien ne s'était pas contenté de défendre son domaine. Il avait rendu public dans cette maison une frontière claire. Élise ne serait plus traitée comme un objet d'échange, mais comme quelqu'un qu'il choisissait de protéger ouvertement. Et en le voyant ainsi, debout, malgré la douleur qui tirait encore sa jambe, elle comprit qu'ils venaient de franchir ensemble un seuil dont ils ne pourraient plus prétendre revenir en arrière. Le dimanche suivant, l'église paroissiale de Saint-Aubin était plus pleine qu'à l'ordinaire. Non parce qu'une fête y était célébrée, mais parce que la visite du comte et de sa protégée avait déjà mis le village en état de curiosité. Les femmes se glissaient dans les bancs, avec leurs bonnets les plus nets. Les hommes ôtaient leurs chapeaux avec gravité, et chacun savait, sans le dire, qu'on venait autant pour la messe que pour voir de ses propres yeux la jeune fille de Paris. Élise sentit dès l'entrée cette attention peser sur sa nuque, comme une main invisible. Elle porta pourtant le menton haut. À sa droite marchait Adrien, calme, grave, appuyé sur sa canne, avec cette économie de mouvement qui attirait plus de regards que n'importe quelle mise en scène. Derrière eux, Lucie avançait entre Madame Lefebvre et la vieille servante de l'église, très fière d'avoir une robe de laine neuve. Ils n'avaient pas encore atteint leur place lorsque le marquis de Villiers se leva du banc du fond. Son apparition fut si brusque qu'un murmure parcourut les travées. Il était devenu sans prévenir. Dans un habit sombre de grand amateur de convenance, une fleur blanche à la boutonnière, comme s'il s'agissait d'une visite de courtoisie et non d'une provocation. Son regard passa d'Adrien à Élise, puis revint au comte, avec un sourire soigneusement composé. Le curé hésita à annoncer l'office. Tout le monde attendit. « Monsieur le comte, » dit enfin Villiers d'une voix assez forte pour être entendue, « je me permets de solliciter un instant votre attention avant que la messe ne commence. » Adrien s'arrêta. « Vous vous permettez beaucoup de choses. » Le marquis s'inclina à peine. « Je viens par devoir. Le comte de Varenne m'a prié de prendre des nouvelles de sa nièce. Je crois, pour l'honneur de tous, qu'il est temps de mettre un terme au bruit qui court depuis votre installation ici. » Le mot « installation » fit lever quelques sourcils. Élise sentit la colère lui monter au visage, mais le marquis ne lui laissa pas le temps d'intervenir. « Il n'est pas convenable, poursuivit-il, qu'une jeune femme demeure aussi vite et aussi souvent chez un homme seul. Paris s'inquiète. Les familles parlent. Il est peut-être souhaitable de rappeler mademoiselle à ses proches, avant que des suppositions déplaisantes ne deviennent des certitudes. »
Un souffle glacé passa dans l'église. Lucie serra la manche d'Élise avec des doigts crispés. Madame Lefèvre baissa les yeux, mais pas par honte, par prudence, pour mieux écouter. Adrien ne répondit pas tout de suite. Lorsqu'il le fit, sa voix fut basse, mais si nette que le silence se resserra autour de lui. Vous parlez de convenance, monsieur le marquis, alors que vous venez troubler l'office de Dieu, avec des allusions de salon. Villiers sourit, crispé. Je parle de réputation. La réputation d'une jeune femme ne se défend pas avec des humeurs de propriétaire. Élise sentit alors quelque chose se briser en elle. Pas de douleur, non. Une lassitude ancienne, mais devenue force. Elle ne regarda ni le marquis ni les bancs où des têtes se penchaient déjà. Elle regarda Adrien. Le comte fit un pas de côté comme pour lui laisser la place, mais elle n'attendit pas qu'on la lui cède. Elle s'avança d'un pas jusqu'au milieu de l'allée. Les chuchotements cessèrent. « Monsieur de Villiers, dit-elle, vous êtes bien instruit dans l'art de parler du nom des femmes, sans leur demander leur avis. Il est regrettable que vous confondiez l'intérêt d'une famille avec le vôtre. » Le marquis cligna des yeux, surpris que la parole vînt d'elle, sans trembler. Élise continua, la voix plus claire qu'elle ne se l'était crue capable. « Si je suis ici, ce n'est ni par faiblesse ni par caprice. On m'a donné à monsieur le comte pour me punir d'avoir refusé d'être traité comme une marchandise. Eh bien, je le dis devant vous tous. Je préfère la maison d'un homme honnête à la cage d'un homme poli. » Le choc fut visible. Plusieurs femmes échangèrent un regard vif. Un vieux paysan étouffa un rire dans sa manche. Le curé fit un signe discret, inquiet pour la suite, mais trop frappé lui-même pour interrompre. Villiers, qui n'avait pas prévu ce retournement, pâlit légèrement avant de reprendre son sang-froid. « Mademoiselle, vous vous emportez. »« Non, » répondit-elle. « Je m'exprime enfin. » Un murmure approbateur se leva du côté des bancs du village. L'idée qu'une jeune femme de bonne naissance parle ainsi, devant un salon importun, avait quelque chose d'inattendu qui donnait du courage aux autres. Villiers se tourna alors vers Adrien, changeant de cible. « Voilà donc comment vous la laissez parler. » Adrien ne changea pas d'expression. « Je la laisse dire la vérité. Ce qui vous irrite, je le comprends. » Le marquis resserra les lèvres. « La vérité? Vous vous croyez donc à même de la protéger contre le monde. » Adrien marqua une légère pause. Puis, devant toute l'église, il se tourna vers Élise. « Non, dit-il, je ne crois pas pouvoir vous protéger de tout le monde. Je crois seulement pouvoir vous protéger de ceux qui voudraient vous humilier chez moi. Et cela suffit à l'instant. » Ces mots, prononcés si simplement, eurent plus d'effet qu'une protestation éclatante. Élise sentit sa poitrine se serrer. Le marquis, lui, comprit qu'il venait de perdre l'assemblée. Il tenta une dernière carte. « Vous exposez mademoiselle à parler contre sa propre famille. Cela ne vous honore pas. » Cette fois, c'est madame Lefèvre qui fit un pas, avant même qu'Adrien ne réponde. « La famille, monsieur, ne sert pas à vendre les filles quand elles parlent trop fort. » Quelques personnes baissèrent sur la tête pour cacher leur sourire. Le curé toussa, puis, voyant que le moment risquait de déborder davantage, il s'avança. « Messieurs, mesdames, la maison de Dieu n'est pas un lieu d'altercation. Si chacun veut bien reprendre place, nous commencerons l'office. » Le marquis resta encore une seconde debout, seul au milieu de sa propre maladresse. Puis il s'inclina, trop raide. « Je n'insiste pas, mais je préviens le comte de Varennes qu'il n'entend pas le dernier mot de cette affaire. » Il sortit sous les regards. La porte battit derrière lui. Le silence qui suivit fut étrange, presque solennel. Puis quelqu'un, au fond de l'église, se mit à murmurer une courte prière, comme pour refermer la blessure. Élise resta immobile une seconde, encore brûlante de son propre courage. Adrien se tourna vers elle. Il n'avait rien d'un homme triomphant. Il avait l'air, au contraire, d'un homme qui comprend qu'une ligne vient d'être franchie et qu'on ne pourra plus la faire disparaître. « Vous n'auriez pas dû vous exposer ainsi, » dit-il doucement. « Vous non plus. » Il la regarda avec ce calme grave qu'elle connaissait maintenant, mais dans ses yeux passait autre chose, une fierté à peine contenue qui la bouleversa. « Pourtant, » dit-il, « je suis heureux que vous l'ayez fait. » Élise sentit le cœur lui manquer une seconde.
Aux yeux de toute l'Église, elle venait de parler pour elle-même et pour lui. Et Adrien venait de la reconnaître publiquement, non comme un fardeau accueilli par charité, mais comme une femme qui se tenait à ses côtés. Quand ils regagnèrent leur banc, l'Assemblée s'était déjà remise en mouvement. Mais rien n'était plus tout à fait comme avant. On les regarderait désormais autrement. Et dans ce regard nouveau, Élise sentit naître un risque qui ne l'effrayait plus autant qu'il l'aurait fait autrefois, parce qu'il portait désormais le visage clair de sa propre volonté. Le feu se déclara peu après la nuit tombée, dans l'aile des réserves, où l'on gardait le linge fin et les jarres d'huile. Ce fut d'abord une odeur, un fil de fumée presque imperceptible qui glissa sous la porte du corridor, puis un pas précipité dans l'escalier, une voix étouffée. Et soudain, le cri de Madame Lefèvre fendit le silence de la maison. « Au feu !» Élise, qui venait de quitter la petite bibliothèque, se retourna d'un seul mouvement. Le couloir s'emplit presque aussitôt d'un bruit de portes ouvertes, de jupes qu'on soulève, de domestiques courant avec des chandeliers. Au bout de la galerie, une lueur rouge tremblait déjà sous les lambris. Adrien apparut, sans cape, la canne à la main, le visage tendu. « Où ?»« Dans l'ancienne lingerie, monsieur le comte !» cria un valet. « Une lampe s'est renversée. » Le feu n'avait pas encore gagné le corps principal de la maison, mais le vent d'est poussait la fumée dans les couloirs. On entendait des crépitements secs derrière la porte fermée, puis le bruit plus sourd d'un meuble qui s'effondre. Adrien ne perdit pas une seconde. « Ouvrez les fenêtres du rez-de-chaussée, portez les tapis dehors, qu'on amène de l'eau du puits et qu'on prévient l'écurie. » Sa voix avait cette autorité nette qui faisait bouger les gens sans crier. Les domestiques obéirent aussitôt. 2 hommes coururent vers la cour. Madame Lefèvre, déjà maîtresse d'elle-même, attrapait des clés à sa ceinture. Élise, qui s'était avancée d'instinct, demanda. « Lucie ?» La gouvernante pâlit. Elle dormait déjà, dans la chambre de l'aile nord. Le mot « dormait » fit naître en Élise une peur glacée. La fumée montait plus vite qu'elle ne l'aurait cru possible. Elle regarda Adrien. Il avait déjà compris. « Allez avec Madame Lefèvre, » dit-il. « Réveillez Lucie et descendez-la par l'escalier du jardin. Et vous ? Je vais retenir les hommes au besoin. » Elle aurait voulu discuter, mais un nouveau craquement, plus fort, secoua le corridor. Une rougeur plus vive se répandit sous la porte de la lingerie. Le feu gagnait. Élise courut. La chambre de Lucie était envahie d'une légère brume grise. L'enfant remuait à peine dans son lit, confondu par le tumulte. Élise la saisit dans ses bras, avant même qu'elle ait tout à fait ouvert les yeux. « Tante » murmura la petite d'une voix ensommeillée. « Oui, il faut venir tout de suite. » Lucie sentit alors la peur et se mit à pleurer, non pas fort, mais avec cette détresse brusque des enfants qu'on arrache au sommeil. Élise l'enveloppa dans une couverture, l'empoigna contre elle et descendit presque en courant les marches arrière, tandis que Madame Lefèvre ouvrait déjà les portes du rez-de-chaussée pour faire courant d'air. La fumée devenait plus épaisse. Dans la cour, on criait, on s'appelait. Les chevaux frappaient le sol de leurs sabots. 2 domestiques formaient une chaîne depuis le puits jusqu'à la galerie. Élise franchit le seuil avec Lucie serrée contre elle et sentit le froid de la nuit sur sa peau moite. Derrière elle, des flamèches apparaissaient déjà à la fenêtre de la lingerie. Elle eut le souffle coupé, mais quand elle se retourna, elle vit Adrien au milieu du tumulte, dirigeant les hommes d'une main ferme malgré sa boiterie. Il avait retroussé sa manche jusqu'au coude et tenait lui-même un seau qu'il passait à l'un des valets. Sa jambe le faisait visiblement souffrir, mais il n'en tenait aucun compte. « La toile humide sur la porte !» cria-t-il. « Plus d'eau là-dessus, pas dans le couloir, dans la charpente !» Un serviteur trébucha. Adrien le rattrapa du bras, puis se remit à la tâche sans un mot de plus. À ce moment précis, une dame de chambre fondit en larmes près d'Élise. « Les registres, les papiers du bureau. Si le feu gagne l'aile, tout sera perdu. » Élise comprit aussitôt. Les comptes, les lettres, les preuves des dettes et des promesses du vicomte. Tout ce qui permettait à la maison de tenir.
Sans réfléchir davantage, elle remit Lucie à Madame Lefèvre. « Gardez-la. » Puis elle attrapa la main de la servante. « Où sont les registres ?»« Dans le petit bureau, au bout de la galerie. Faites-moi venir une serviette mouillée. » Avant que quiconque puisse l'en empêcher, elle se hâta vers l'aile menacée, le visage déjà irrité par la fumée. La chaleur au bout du couloir était rude, presque suffocante. Un valet voulut la retenir. « Mademoiselle, c'est trop dangereux. Les papiers, là, dans l'armoire. » Élise ne songea plus qu'à la porte, aux clés, aux feuilles qui pouvaient être brûlées avant qu'on les sauve. Elle enveloppa son nez dans le linge humide qu'on lui tendait, ouvrit le bureau d'une main tremblante et saisit à pleines bras les dossiers rassemblés sur l'étagère. Au même instant, une langue de feu courut sous la traverse du mur et fit vaciller la lampe suspendue. Quelqu'un cria derrière elle. Elle se retourna, incapable de voir d'où venait le danger, et sentit soudain un bras solide autour de sa taille. Adrien. Il l'avait rejointe sans qu'elle l'entende. Sa main se referma sur son poignet, avec une force tranquille. Assez. Les comptes. Le reste n'importe pas autant que vous. Il tira les dossiers des bras d'Élise, puis la fit reculer vers la porte. La chaleur lui rougissait déjà le visage. Elle voulut protester, mais il la porta presque hors de la pièce, l'empêchant de vaciller, alors que la fumée la prenait à la gorge. Dans l'escalier, elle dut s'arrêter une seconde, la respiration coupée. Adrien la soutint sans faiblesse. « Regardez-moi, » dit-il bas. Elle leva les yeux vers lui, le cœur battant trop vite. « Lucie, » souffla-t-elle. « En sécurité. » Madame Lefèvre l'a emmenée dehors. Élise ferma un instant les paupières de soulagement. Quand elle les rouvrit, elle vit que sa manche à lui était noircie par la suie et qu'une goutte de sang glissait près de son poignet, sans doute écorchée par une poutre ou un éclat. « Vous êtes blessé. Ce n'est rien. Ce n'est jamais rien quand vous le dites ainsi. » Il eut un faible mouvement de bouche qui n'était pas encore un sourire. Puis les domestiques arrivèrent avec le dernier seau d'eau, et l'on les poussa tous deux vers la cour. La bataille dura encore une bonne demi-heure. Enfin, le feu fut contenu à la lingerie et à la réserve voisine. Les murs du grand corps de maison étaient sauvés. La cour, pleine de fumée et de vapeur, ressemblait à un camp après l'assaut. Les serviteurs se tenaient groupés, couverts de suie, épuisés, mais debout. Lucie fut rendue à Élise, encore toute tremblante, sa couverture serrée jusqu'au menton. Elle se jeta contre elle avec un sanglot. « J'ai eu peur. Moi aussi, » répondit Élise en l'embrassant sur les cheveux. Madame Lefèvre s'approcha ensuite du comte. « Sans vous, monsieur, la charpente aurait pris. » Mais avant qu'il réponde, une autre voix s'éleva, celle d'un valet qui avait porté l'eau tout le long de la chaîne. Et sans mademoiselle, les papiers du bureau seraient perdus. Plusieurs têtes se tournèrent vers Élise. La suie avait noirci le bord de sa robe, ses mains tremblaient encore, et pourtant elle tenait Lucie comme si cela allait de soi. Un murmure d'approbation passa parmi les domestiques. Ce n'était pas le même bruit qu'au salon ou à l'église. C'était plus simple, plus vrai. Adrien la regarda un long moment, comme s'il découvrait sous la lumière des lanternes la place exacte qu'elle avait prise dans sa maison. Puis il s'adressa aux gens rassemblés autour d'eux. « Cette nuit, mademoiselle de Varenne a sauvé les registres de Saint-Aubin. Quiconque sert ici saura désormais que je la considère comme faisant partie de cette maison. » Les mots tombèrent net dans le silence. Élise les reçut comme on reçoit une chose qu'on n'osait pas demander. Non seulement il la protégeait, mais il la nommait devant tous comme l'une des siennes. Lucie, qui n'avait pas tout compris, leva le visage vers lui. « Alors elle reste ?» Adrien posa sur Élise un regard calme, profondément assuré. « Oui, » dit-il, « elle reste. » Et cette fois, ce n'était plus une simple promesse de sécurité. C'était une place offerte, ouverte devant tous, qu'il venait de lui demander d'accepter. Le lendemain du feu, la maison avait cette odeur singulière des draps aérés, de la suie lavée et du bois encore chaud sous les pierres. Tout avait été remis en ordre avec une célérité presque pieuse, mais Élise sentait, en traversant les couloirs,
que rien n'était tout à fait revenu à son ancien état. Les domestiques lui parlaient avec une considération nouvelle. Lucie ne la quittait plus qu'à regret. Et, surtout, Adrien semblait lui adresser désormais chaque regard, comme à quelqu'un qu'on n'avait plus le droit de confondre avec une hôte de passage. Il la fit demander à la petite chapelle, au fond du jardin après le dîner. Le lieu n'était pas grand. Une simple nef de pierre claire, 2 bancs, un autel sobre, un vitrail ancien où la lumière du soir mettait des touches d'or pâle. Il y régnait une paix si humble qu'Élise en fut émue avant même de comprendre pourquoi on l'y appelait. Adrien l'attendait près du premier banc, sans habit de cérémonie, seulement vêtu d'une redingote sombre. Sa canne reposait contre le mur. Il paraissait plus nu sans elle, comme si, pour une fois, il avait laissé à la maison le soin de le protéger. « Vous vouliez me parler ?» demanda-t-elle en entrant. Il se tourna vers elle. « Oui. » Elle s'avança lentement, attentive à son visage. Il n'avait rien de l'homme qui cherche à se donner de l'importance. Au contraire, il semblait presque plus réservé qu'à l'ordinaire. Et cette retenue-là l'avertit qu'il s'agissait d'un moment qui comptait. Est-ce à propos du feu? Pas seulement. Il désigna le banc près de l'autel, et elle s'assit, gardant ses mains croisées sur ses genoux. La soirée était calme, mais au dehors, le vent faisait à peine frissonner les branches du jardin. Adrien resta debout une seconde encore, comme s'il rassemblait ce qu'il allait dire. Puis il prit enfin la parole. « Quand votre oncle vous a envoyé ici, dit-il, je savais que vous ne veniez pas par choix. J'ai accepté ce mariage pour protéger Lucie et conserver Saint-Aubin, oui. Je ne vous ai pas menti à ce sujet. Mais j'ai très vite compris autre chose. » Élise leva les yeux sans bouger. « Quoi donc ?» Il soutint son regard. « Que je ne voulais pas seulement d'une épouse de circonstance. » Le silence qui suivit fut si profond qu'on entendait la flamme d'une bougie craquer dans sa coupelle. Élise sentit son cœur se serrer, puis battre plus vite, comme s'il hésitait entre la défense et l'espérance. Adrien. Il fit un pas, s'arrêta, puis continua avec cette honnêteté presque grave qui lui venait dans les instants difficiles. « Vous m'avez regardé comme un homme, pas comme une fonction. Vous avez parlé à Lucie avec bonté. Vous avez marché au village sans chercher à plaire. Vous avez veillé sur mes comptes, mon domaine, ma maison. Hier encore, vous avez sauvé des papiers qui ne vous concernaient pas. Et de mon côté, je... » Il s'interrompit, non par faiblesse, mais parce que les mots semblaient plus difficiles qu'un combat. Élise ne l'aida pas. Elle attendit. « De mon côté, reprit-il, je me suis surpris à attendre votre voix, à regarder la porte quand vous n'étiez pas là, à vouloir vous montrer ma maison, non comme un refuge, mais comme un lieu où vous pourriez rester sans regret. » Il laissa tomber cette dernière phrase, avec une simplicité presque désarmante. Élise baissa les yeux un instant. Elle avait connu les compliments de salon, les avances polies, les certitudes masculines qui demandaient d'être aimées sans se dévoiler elle-même. Rien de cela ici. Ce qu'il lui offrait était plus vaste et plus dangereux. Une place au cœur de sa vie, sans contrainte imposée. Lorsqu'elle releva la tête, sa voix tremblait, à peine. « Vous me demandez de vous épouser ?» Il ne détourna pas les yeux. « Oui, mais pas comme on demande la signature d'une convenance. Je vous le demande, comme on offre ce qu'on a de plus vrai. Si vous refusez, vous resterez à Saint-Aubin aussi longtemps que vous le souhaiterez. Et rien ici ne changera à votre détriment. Si vous acceptez, je vous promets davantage qu'un non. Je vous promets le droit d'être ma femme, sans cesser d'être vous-même. » Le mot « femme » dit ainsi lui fit lever la main contre sa gorge, comme pour retenir l'émotion qui montait. Elle aurait voulu être prudente, garder l'avantage de la réflexion, mais son cœur s'obstinait, était à répondre avant elle. « Vous me demandez bien peu et beaucoup à la fois, » dit-elle avec une faible ironie. Le coin de sa bouche remua. « Je le sais. » Elle se leva alors, doucement, et fit quelques pas vers l'autel. Dans la lumière du vitrail, sa robe sombre prenait des reflets de brun et de bleu.
Le feu du soir dessinait sur le sol une lueur d'ambre. Lorsque j'étais à Paris, dit-elle après un moment, j'avais l'impression que tout le monde me parlait d'avenir comme d'un lieu qui ne m'appartenait pas. On me disait quand sourire, quand me taire, quand accepter. Ici, j'ai appris autre chose. Adrien demeura silencieux. J'ai appris, continua-t-elle, que je pouvais parler sans être puni, que je pouvais être utile sans m'effacer, que je pouvais me tromper, me fâcher, aider, choisir. Et vous avez été le premier à me laisser cette liberté, sans se me la jeter au visage comme une générosité. Elle se tourna vers lui. Si je vous épouse, ce ne sera pas parce qu'on m'a donné, ni parce que j'ai été sauvé, ni parce qu'il faut consoler Saint-Aubin. Ce sera parce que je vous choisis, vous, tel que vous êtes, avec votre boiterie, votre sérieux, votre obstination et votre silence parfois insupportable. Cette dernière parole fit naître dans ses yeux une chaleur vive, presque amusée. « Je vous remercie d'avoir conservé le silence pour la fin, » murmura-t-il. Elle eut un sourire qui trembla à peine, puis son visage redevint grave. « Et j'ai une condition. » Il inclina légèrement la tête. « Dites là. Je ne serai ni votre enfant, ni votre pensionnaire, ni un ornement qu'on présente le dimanche. Si je deviens votre femme, je serai votre égale dans cette maison. J'aurai ma place dans les décisions qui me concernent. Je parlerai quand je le jugerai nécessaire. Et vous ne me cacherez ni vos inquiétudes, ni vos affaires, comme si j'étais trop délicate pour les entendre. » Adrien l'écouta sans l'interrompre. Lorsqu'elle eut fini, il répondit aussitôt « Accordé ». Ce mot, si simple, tomba entre eux, avec un poids de vérité qui lui coupa le souffle. Elle le regarda, incrédule presque, sans discuter. « J'ai passé assez de temps à vous défendre pour savoir que la condition est juste. » Elle fit encore un pas vers lui, très légèrement, comme si elle craignait que le bonheur se brise au premier geste trop pressé. « Alors oui, dit-elle enfin. Oui, Adrien. » Il ne bougea pas d'abord. Puis, avec une lenteur presque solennelle, il s'approcha d'elle. Il prit sa main entre les siennes, comme s'il accueillait quelque chose de fragile et de précieux. « Élise, dit-il, et son nom dans sa bouche, avait la chaleur d'une promesse tenue. Je ne vous demanderai jamais de regretter ce choix. » Elle sentit alors, clairement, qu'elle venait de traverser le seuil qui séparait la protection de l'amour. Au dehors, dans le jardin, une voix enfantine appela faiblement. « Tante Élise ?» Lucie. Élise eut un sourire surpris, presque humide. Adrien tourna la tête vers la porte, puis vers elle. Dans ce bref instant, tout semblait avoir trouvé sa place, la maison, l'enfant, la nuit calme, et eux deux, debout dans la petite chapelle comme devant un avenir qui venait enfin de prendre forme. Les préparatifs du mariage occupèrent en la maison entière pendant plusieurs jours, et pour la première fois, Élise vit Saint-Aubin dans une agitation joyeuse plutôt que dans la retenue prudente des premiers temps. On répara les tentures de la petite chapelle. On sortit du linge fin que Madame Lefèvre gardait dans une armoire de cèdre. On consulta le vieux prêtre sur l'horaire, les cierges, les fleurs de saison. Lucie suivait tout avec l'importance d'une enfant persuadée qu'un royaume se fabriquait sous ses yeux. Élise, elle, se sentait étrange de paix et d'inquiétude mêlée. Il lui arrivait encore de s'arrêter devant une fenêtre, comme pour vérifier que tout cela était vrai. Adrien, de son côté, semblait plus calme qu'elle, mais non moins attentif. Il ne parlait pas de son propre bonheur avec éclat. Il le manifestait par 1000 détails. Il demandait si le ruban bleu lui convenait. Il faisait rectifier la disposition d'une chaise pour qu'elle soit à l'aise pendant les visites. Il veillait à ce qu'aucun domestique n'entrât sans frapper lorsqu'elle travaillait dans la bibliothèque. Mais la maison n'avait pas perdu ses ennemis. Le monde, lui, n'oublie jamais une jeune femme qu'on marie trop vite après l'avoir donnée comme punition. La veille de la cérémonie, le comte de Varennes arriva à l'improviste. Élise apprit sa présence par le bruit singulier qu'il faisait toujours en posant sa canne dans l'entrée, comme s'il entrait encore chez lui malgré lui. Elle se trouvait dans le petit salon avec Lucie,
qui essayait un bouquet de myosotis sur sa robe de mousseline, lorsque la porte s'ouvrit et que son oncle parut. Il avait l'air fatigué, plus vieux qu'à Paris. Et cette fatigue même rendait son visage plus dur. À ses côtés se tenait un notaire au regard sec, porteur d'une enveloppe cachetée. Élise se leva sans hâte. « Monsieur mon oncle. » Henri de Varenne inclina légèrement la tête, puis regarda autour de lui avec une sévérité contenue. « Voilà donc où vous en êtes. » Adrien, qui se tenait à la fenêtre, s'approcha. « Vous arrivez tard pour protester, monsieur le comte. »« Je ne proteste pas, » répondit Henri. « Je constate. Et ce que je constate ne me plaît guère. » Le notaire tendit l'enveloppe. « Une dernière convention, monsieur le comte. J'ai cru devoir vous la présenter avant que la cérémonie ne soit irrévocable. » Adrien ne prit pas le papier tout de suite. De quoi s'agit-il? Le vieil homme se redressa, visiblement peu habitué à se trouver en position de demande. De la part de mademoiselle, de ses droits, de son apport, de ses conditions. Vous la mariez sans qu'elle quitte entièrement la tutelle de sa famille. Il est juste que certaines clauses protègent l'honneur des Varennes. Élise sentit monter en elle une irritation nette. Encore une fois, il était question de l'honneur des autres, de leur nom, de leur garantie, jamais de sa joie. « Mon oncle, dit-elle, je ne suis pas un contrat qu'on renégocie à la veille de l'échange. » Henri la fixa. « Vous avez beaucoup parlé depuis votre arrivée ici, peut-être trop, peut-être enfin assez. » Adrien prit alors l'enveloppe et la remit sans la lire au notaire. « Si ces clauses concernent mademoiselle Élise, nous les entendrons de sa bouche, pas de la vôtre. » Le notaire hésita, puis sortit un feuillet. « Il est question, monsieur le comte, d'une dot minime au regard du nom, mais surtout d'une réserve exigée par le comte de Varenne. Si l'union ne produisait pas d'enfants dans les premières années, certaines propriétés seraient maintenues sous contrôle de la famille. » Le silence tomba d'un bloc. Lucie ouvrit de grands yeux sans comprendre, mais Élise, elle, sentit le sang lui monter au visage. L'insulte était claire. On prévoyait déjà un échec, on gardait un filet, on disposait d'elle jusque dans l'avenir de son mariage. Adrien se raidit à peine, mais son regard, lorsqu'il se tourna vers Henri, avait changé de température. « Vous avez donc prévu ma maison comme une expérience que l'on surveille. » Henri soutint son regard. « J'ai prévu l'imprudence. »« Non, » dit Élise, la voix très calme, malgré son trouble. « Vous avez prévu ma méfiance. Vous saviez que je ne vous laisserais jamais me faire entrer ici sans protection. Alors vous avez cherché à garder un droit sur ce que je deviendrai. » Le notaire baissa les yeux, mal à l'aise. Henri, lui, ne broncha pas. « Vous oubliez que je vous connais, ma nièce. Vous vous enflammez vite. Il est sage de prévoir. » Adrien fit un pas, puis s'arrêta, comme pour laisser Élise répondre la première. Ce simple geste, ce refus de parler à sa place, lui donna plus de courage qu'un discours entier. Elle prit une respiration lente. « Vous m'avez envoyé ici pour me punir. Maintenant que je découvre la paix, vous venez poser des chaînes au bord de la porte. Je ne les accepterai pas. » Henri serra la mâchoire. « Vous parlez avec l'assurance d'une femme déjà mariée. » « Non, monsieur. Je parle avec l'assurance d'une femme qui choisit. » Adrien la regarda alors avec une fierté si visible qu'elle en sentit presque le poids. Il prit le feuillet des mains du notaire, le parcourut une seconde, puis le reposa. « Cette clause ne sera pas signée. » Le comte de Varenne se redressa. « Vous refusez un arrangement raisonnable ? Je refuse qu'on traite ma future épouse comme un domaine à tenir en réserve. » Le mot « future épouse » frappa Élise avec une douceur presque irréelle. Henri jeta un regard bref à Lucie, à Madame Lefebvre, qui venait d'entrer sans bruit, puis revint à sa nièce. « Si vous épousez ce comte, dit-il plus bas, vous sortez vraiment de ma maison. » Élise sentit quelque chose se fendre en elle, non de douleur, mais d'une tristesse ancienne, enfin nommée. Elle avait longtemps voulu que son oncle la voie autrement qu'en obstacle. Il ne le ferait peut-être jamais. Elle releva néanmoins le menton. « Je sors de votre punition, oui. Je n'ai pas besoin de votre autorisation pour entrer dans une vie qui me ressemble. »
Le vieil homme la regarda longuement, comme s'il tentait encore de retrouver l'enfant qu'il croyait avoir tenu en main. Puis ses épaules descendirent imperceptiblement. « Vous êtes donc décidé ?»« Oui. » Adrien s'approcha enfin d'elle et, devant son oncle, prit doucement sa main. Ce geste n'avait rien d'une ostentation. Il avait la fermeté tranquille d'un homme qui montre sa résolution sans demander pardon. Henri de Varenne détourna les yeux le premier. « Eh bien, dit-il d'une voix plus lasse que dure, qu'il en soit ainsi. Ce n'était pas une bénédiction. Ce n'était pas encore un pardon, mais c'était une capitulation suffisante pour faire reculer une part du passé. » Lorsqu'il se retira avec le notaire, la porte à peine refermée, Lucie poussa un petit soupir de triomphe. Il n'a pas gagné. Élise la regarda, puis regarda Adrien. « Non, dit-elle doucement. Cette fois, non. » Et pour la première fois, la veille de son mariage ne lui parut plus une épreuve, mais une frontière franchie sous le regard de tous. Le matin du mariage se leva sur Saint-Aubin, avec une lumière pâle et douce, comme si la maison elle-même avait retenu son souffle pour ne pas troubler l'instant. Dans la chambre qu'on avait préparée pour elle, Élise demeura un moment devant la fenêtre ouverte, la robe blanche encore suspendue près du lit, les mains froides malgré la saison. Tout était en ordre, trop peut-être. Les rubans, les gants, le voile léger, les fleurs simples que Lucie avait choisies, avec une gravité fière. Tout disait que l'heure était venue. Madame Lefebvre entra la première, suivie de 2 femmes de chambre. Elle ne souriait pas davantage qu'à l'ordinaire, mais son regard avait cette chaleur discrète des gens qui ont décidé depuis longtemps de vous adopter. « Il faut vous asseoir, mademoiselle. Je n'ai pas besoin d'aide pour un voile. Sans doute. Mais aujourd'hui, vous aurez droit à de l'aide malgré vous. » Élise laissa échapper un petit rire, puis obéit. Lucie, déjà coiffée avec soin, s'élança sur le tapis en tenant entre ses doigts un bouquet de fleurs blanches et de myosotis. « Je peux les lui donner maintenant ?»« Pas avant l'église, » répondit Madame Lefebvre. « Alors je vais les garder très fort. » Élise se pencha et embrassa le front de l'enfant. Depuis des semaines, Lucie l'appelait sans hésiter tante Élise, comme si ce titre avait toujours existé. Elle la regardait maintenant, avec une émotion si pure que cela rendait la scène presque sacrée. Quand la robe fut enfin ajustée, Élise se contempla un instant dans le miroir. Elle n'y vit pas une demoiselle corrigée par la vie, ni une prisonnière délivrée. Elle y vit une femme debout, pâle de gravité, mais entière. Au dehors, les cloches commencèrent à sonner. Le petit cortège se forma devant la chapelle. Le curé attendait sur le seuil, grave et un peu ému. Les bancs étaient déjà remplis non seulement par quelques voisins du domaine, mais par les domestiques de la maison, les femmes du village, le vieux jardinier qui avait apporté des roses tardives, et même 2 enfants de Saint-Rémy tenus par la main de leur mère. Ce n'était pas un grand mariage, mais c'était un mariage regardé avec une attention sincère. On ne venait pas seulement voir une noce, on venait voir une réparation. Adrien attendait près de l'autel. Il portait un habit sombre impeccablement coupé, la cravate nouée avec cette précision qui lui était propre. Sa canne reposait contre le banc du premier rang. Il semblait plus pâle que d'habitude, non par faiblesse, mais par émotion contenue. Lorsqu'il aperçut Élise, son visage changea si nettement qu'elle sentit sa propre résolution se raffermir. Le comte de Varenne se tenait au second rang, raide, silencieux, les mains jointes sur sa canne. Il n'avait pas parlé à sa nièce depuis la veille, mais il était venu. Ce simple fait, presque contre sa volonté, avait quelque chose de lourd et de juste. Lucie marcha la première et déposa son bouquet au pied de l'autel, avec un sérieux de petite demoiselle d'honneur. Puis elle se retourna et prit la main d'Élise un instant avant de la lâcher à regret. Élise fit les derniers pas seule. À la porte de la chapelle, elle hésita très légèrement. Non de peur, mais parce que le regard de tant de gens, le poids du nom qu'elle quittait et la promesse qu'elle allait faire se mêlaient en elle d'une manière presque vertigineuse. Adrien descendit alors une marche, ce qui fut moins un geste de cérémonie qu'une marque de présence. Il ne la pressa pas, il lui offrit simplement sa main. Élise la prit. Le prêtre commença. Les mots anciens montaient sous la voûte claire,
avec une lenteur solennelle. Quand vint le moment des consentements, le silence fut si total qu'on aurait entendu tomber une épingle. Adrien parla le premier. « Je prends Élise de Varenne pour épouse, et je promets de la respecter, de la protéger, et de marcher à ses côtés sans la faire taire. » Quelques visages s'émurent à cette dernière formule, car on sentait bien qu'elle n'était pas une simple parole de convenance. Élise, elle, sentit sa gorge se serrer, puis vint son tour. Elle leva les yeux vers lui. « Je prends Adrien de Saint-Aubin pour époux, et je promets de rester près de lui en vérité, de le soutenir comme il m'a soutenu, et de ne jamais oublier que je l'ai choisi librement. » Le prêtre poursuivit les bénédictions, les anneaux furent apportés, et lorsque Adrien passa la bague au doigt d'Élise, sa main trembla à peine. Au moment où il joignit ensuite ses doigts aux siens, il y eut dans son regard une émotion si nue qu'elle lui donna presque le vertige. La cérémonie touchait à sa fin lorsqu'un léger mouvement courut parmi les bancs. Élise crut d'abord à quelque impatience, puis entendit un murmure, non de désapprobation, mais d'étonnement tendre. Elle se retourna à peine. Le poids de l'instant lui suffisait. Quand le prêtre prononça enfin la formule finale, Adrien se pencha vers elle, très près, et murmura « À présent, vous êtes chez vous. » Elle répondit tout bas « Je le sais. » Alors seulement, il lui prit la main avec une fermeté nouvelle et la mena vers la sortie de la chapelle. Mais à peine avait-il franchi le seuil que la matinée s'ouvrit sur la cour, le jardin, les domestiques alignés, les voisins encore rassemblés, et le monde entier qui voyait désormais ce que la maison de Saint-Aubin voulait montrer. La première pierre du chemin extérieur était haute. Élise hésita une fraction de seconde, plus à cause de l'émotion que de la fatigue, et son pied glissa légèrement sur le bord humide. Adrien ne la laissa pas vaciller. Avec une sûreté tranquille, il passa un bras sous ses genoux et l'autre dans son dos, et la souleva contre lui avant qu'elle ait seulement eu le temps de protester. Un souffle parcourut l'assemblée. Élise rougit jusqu'aux oreilles, prête à rire et à pleurer tout ensemble. « Adrien !» Il la regarda avec ce sérieux tendre qui lui était devenu si cher. « Vous aviez déjà marché assez pour toute une vie d'injustice. Laissez-moi vous porter pour la première heure de la vôtre. » Personne ne rit, personne ne s'offusqua. Au contraire, le silence même avait pris une qualité d'approbation presque recueillie. Lucie joignit les mains comme si elle venait d'assister à la chose la plus belle du monde. Madame Lefebvre détourna légèrement la tête pour cacher son émotion. Le comte de Varenne demeura immobile, puis baissa enfin les yeux. Adrien descendit les marches avec lenteur, sa boiterie visible mais tenue, portant Élise comme s'il n'y avait dans ce geste ni faiblesse ni démonstration, seulement une réponse donnée devant tous au mépris ancien. Elle s'accrocha à son cou, non par besoin de se soutenir, mais parce qu'il était devenu, en ce moment même, la seule certitude du monde. Quand il atteignit l'allée gravillonnée, Élise sentit la pression de ses bras, la solidité de son souffle, la chaleur de son corps sous la lumière claire du matin. Elle croisa le regard des villageois, des domestiques, de son oncle, et n'y lut plus l'humiliation qu'elle avait un jour redoutée. Elle y lut une reconnaissance simple, presque humble. Il savait désormais qu'elle n'était pas donnée, mais aimée. Adrien s'arrêta un instant devant la foule, la tenant toujours contre lui, et dit d'une voix assez forte pour être entendue de tous « Voilà ma femme ». Ce fut la dernière preuve, la plus nette, la plus publique. Et cette fois, il n'y eut rien à punir.